En une phrase, je dis que je suis créatrice de contenu et formatrice réseaux sociaux. Moi, mon mantra, c'est un peu de dire transforme tes réseaux sociaux en machine à cash et à client. Il y a une phrase du CEO de Netflix qui est « Notre concurrent n'est pas les réseaux sociaux, notre concurrent c'est le sommeil ». Mais c'est un truc qui me fait ultra culpabiliser parce que je retire des moments de vie aux gens par pur égoïsme en fait. Solène Feig, elle a dit dans sa story Instagram un jour « J'en ai marre des gens qui... Je vais envoyer cette liste à tous mes amis infopreneurs et vous serez radiés de leur formation. » Évidemment, après cette story, elle a reçu plusieurs milliers d'euros de paiement. Ah ouais? Ouais, je te jure. Et je pense que je vais faire ça aussi. Les gens, c'est intentionnel. Ils savent qu'ils vont te baiser quand ils vont venir. Mais il y a des gens qui disent « Ok, je vais payer un truc, je suis client, j'ai acheté » et ils s'attendent à la source de la vie éternelle. Parce que si tu critiques le produit de quelqu'un et tu dis « Et donc, t'as demandé justice ?» Ah, il m'a remboursé à 100% immédiatement. Et bah, qu'est-ce que tu me casses les couilles? Salut Laurine. Hello Thibaut. Je suis ravi de t'accueillir sur le podcast. Bon, évidemment, ça, là, vous voyez l'intro, mais on a parlé longtemps avec Laurine. Alors, Laurine Bemer, il y a beaucoup de gens qui te connaissent sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, plus de gens te connaissent toi que moi. Parce que Je sais pas. Hein. Bah, en tout cas, tes chiffres, en tout cas, sont plus gros. Moi, je t'ai vu arriver sur LinkedIn comme ça, il y a quelques années, comme une météorite, en fait. Ouais. Sur tes chiffres et sur ce que en tout cas, tu as annoncé, ben, tu as fait une météorite sur tous les réseaux quasiment, LinkedIn, TikTok, Insta, avec des stratégies spécifiques où tu es monté à plusieurs millions d'abonnés. Mais tu as aussi concrétisé ça sur ton chiffre d'affaires, en fait, où tu as explosé. Enfin, tes chiffres en croissance, c'est des chiffres de start-up. Ouais. Et évidemment, et puis on s'entend bien, tu m'as aidé sur plein de choses, tu as toujours été très généreuse sur tes conseils, et je sais que tu es comme ça avec ta communauté et que tu as une très bonne réputation. Donc c'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Je suis trop contente. Est-ce que tu arrives encore, malgré tes activités et tout ce que tu fais, à te présenter? Comment tu te présenterais? Ouais, en une phrase en général, je dis que je suis créatrice de contenu et formatrice réseaux sociaux. Moi, mon mantra, c'est un peu de dire, tu vois, transforme tes réseaux sociaux en machine à cash et à client. Comme tu l'as dit, quand je suis arrivée, j'y connaissais rien. C'est vrai que ça allait super vite sur les réseaux. J'ai commencé vraiment par LinkedIn, après plus la vidéo, Instagram et TikTok. Et en fait, j'arrivais à vendre parce que j'ai jamais eu de problème à marketer mes idées, mes contenus, etc. Et je voyais qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient du mal. Donc, je me suis dit, je vais apprendre aux gens à créer du contenu qui attire leurs clients et qui vend. Mais tu vois, Naval parle de specific knowledge, tu vois. Donc, c'est en fait, qu'est-ce que est vraiment en toi, tu vois, en tant que compétence, et qu'il y a très peu de gens qui peuvent comprendre. Et toi, tu as un specific knowledge sur les réseaux sociaux qui est quand même incroyable. C'est-à-dire que sur du contenu écrit, sur du contenu image et sur du contenu vidéo, tu as pété partout. Ouais, c'est vrai. Sur plein de... Donc, tu sais, à un moment, les gens parlent beaucoup de chance ou d'aléatoire. Ça, souvent, c'est un peu les haters, parce que les gens commencent à parler de chance ou aléatoire. Souvent, c'est qu'ils ne comprennent pas le degré de travail et d'investissement. Mais quand tu pètes sur LinkedIn, Instagram et TikTok, YouTube, je pense pas que tu... YouTube, j'ai essayé, mais ça prend trop de temps. Pour l'instant, j'y suis pas. Mais je vais y aller. C'est un autre game, ouais, de toute façon. Qui est peut-être le plus important, au final, oui. Mais je pense que si tu vas probablement, parce que je crois que tu avais fait une story sur... tu avais demandé à ton audience ce qu'il fallait faire éventuellement, je crois, sur YouTube, ou si tu documentais. Mais je suis convaincu, genre si je devais investir sur un des paris, je sais que si tu vas sur YouTube, tu vas killer le game, probablement avec des vlogs à la situation, mais plutôt business. Enfin, c'est une intuition que j'ai, hein, mais je pense que tu fumes le truc. Mais c'est exactement ça, en fait. C'est ce qui m'a fait exploser sur les réseaux là, dont tu parles, LinkedIn, Insta, TikTok, c'est la psychologie humaine et c'est à quel point tu es proche de ton audience, en fait. Les gens aujourd'hui, ton audience, même je dirais même ta communauté, parce qu'aujourd'hui, les gens, ils veulent vraiment être considérés comme faire partie de ta communauté et limite de ta vie, plutôt que d'être juste ton audience. Et c'est ça qui a fait qu'en fait, j'ai explosé. C'est parce que j'ai maîtrisé le copywriting. Donc vraiment, l'art de vendre avec les mots, l'art de créer des hooks qui t'emportent et qui ont envie de te faire regarder la vidéo en entier, tu vois. Et ça m'a beaucoup aidé dans tous les réseaux sociaux. Mais le copywriting, c'est ni plus ni moins que juste la psychologie humaine. Et quand tu as compris l'essence de ça, mais tu peux faire ce que tu veux, en fait. Et du coup, tu te balades, tu testes des trucs, et c'est trop bien. Moi, je suis dans ma zone de génie, je me régale. Mais d'où ça vient, en fait? Comment ça se fait que tu sois aussi doué naturellement sur les réseaux sociaux?
Je pense pas, tu vois, que ce soit naturel. Je pense qu'au contraire, avant d'exploser, j'ai quand même eu un moment où j'ai testé des choses qui m'ont marché, qui n'ont pas marché. J'ai eu une com plus agressive à des moments, un peu plus douce à d'autres moments. Et je pense que ce qui fait que tu réussisses, c'est que tu es capable de te remettre en question perpétuellement. C'est-à-dire, peu importe que tu fasses 10 000 € à l'année ou 1 million ou 3 milliards, si tu n'es pas capable de te dire, à un moment, je vis avec mon temps, j'essaie de faire en sorte de tester plein de choses parce que tu te fais disrupter en fait. Si à un moment tu restes dans ce que tu sais faire, toujours la même chose, la même façon de faire, c'est typiquement les boîtes qui coulent, que tu vois, et qui sont plus là aujourd'hui et qui étaient là, des leaders il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et le but de ne pas se faire disrupter, c'est justement d'avancer avec son temps et avancer avec la psychologie qui change beaucoup. Les réseaux sociaux, avant, on ne les consommait pas de la même manière qu'on consomme aujourd'hui. Aujourd'hui, tout va très vite, etc. Je ne suis même pas capable de te dire dans 10 ans comment vont évoluer les réseaux. Parce que je me dis, mais comment on peut aller plus vite que ce qu'on fait actuellement, tu vois ? TikTok, avec swiper, des vidéos qui durent 10 secondes et on est happé pendant des heures. Et je ne pense pas que ce soit naturel. Je pense juste que c'est énormément de travail que personne ne voit, en fait. Tu vois ? Je rebondis... rapidement sur ta consommation de contenu. Donc, tu crées beaucoup, et d'ailleurs, tu délègues aussi beaucoup la création. Mais j'en profite justement parce que c'est un phénomène intéressant. Tu consommes beaucoup aussi ou pas ? Je consommais beaucoup. Maintenant que j'ai délégué énormément de pans de ma boîte sur les réseaux sociaux, notamment création de contenu, etc., vu que je le masterise, je peux très bien le déléguer assez facilement et rapidement. Je consomme beaucoup moins. Pourquoi ? Parce que en tant que CEO, maintenant, je suis plus sur la vision, la stratégie. Et déjà, ça m'excite plus de scroller pendant des heures sur les réseaux sociaux, même si ça m'arrive. Je suis humaine comme tout le monde. Mais c'est plus quelque chose qui m'excite. Et même si je devais scroller, j'ai un algorithme qui est absolument éduqué à ce que j'ai envie de voir. Et du coup, quand je peux scroller pendant 20 minutes pour aller chercher des idées, par exemple, en fait, ça suffit, 20 minutes, pour savoir exactement ce dont les gens ont besoin, ce qu'ils veulent, pourquoi est-ce qu'ils aiment ce type de contenu, pourquoi il y a des trends qui explosent et pas d'autres. Et en fait, mon cerveau est habitué maintenant, j'ai un œil aguerri, mais parce que je fais ça depuis trop longtemps, que j'ai poncé les réseaux sociaux pendant des années, et du coup, maintenant, j'ai plus besoin de passer autant de temps qu'une personne lambda, en fait. Donc, tu réduis intentionnellement pour pas faire du doom scrolling. Exactement. Parce que je crois je connais peu de gens qui ont un truc complètement intentionnel, c'est-à-dire non mais là je scrolle, mais là c'est la dernière vidéo. Ouais. Tu vois, mais d'ailleurs on oublie que les algorithmes sont designés exprès pour nous rendre accros. Tu vois, il y a des ingénieurs pédagogiques dont le travail est justement de faire qu'on arrête jamais de scroller. Il y a une phrase du CEO de Netflix qui est notre concurrent n'est pas les réseaux sociaux, notre concurrent c'est le sommeil. Oui. Exactement. Et aujourd'hui, les gros, ils achètent notre attention, tu vois. Ils n'achètent plus notre argent. Aujourd'hui, je ne sais plus combien, c'était 97%. Par exemple, Google, aujourd'hui, ils vont chercher ton attention. Donc, c'est à hauteur de vraiment 97% de leur business. Ils ne vont plus chercher ton argent parce qu'ils savent que en fait, l'argent est dans l'attention puisque eux, ils vendent des ads derrière. Sur leur moteur de recherche, etc. Et c'est pareil, exactement pareil pour Instagram, Facebook, TikTok, etc. qui, quand tu scrolles, tu vois les ads et eux se font payer beaucoup plus cher auprès des annonceurs puisqu'ils ont un temps de consommation de la part de leurs utilisateurs qui augmente. Et du coup, c'est pour ça qu'ils ne vont plus chercher l'argent directement dans nos poches, mais juste en fait avec notre attention. Et c'est horrible. Moi, j'ai beaucoup culpabilisé parce qu'en tant que créatrice de contenu qui a besoin d'être vue par ses clients et d'être vue par de nouvelles personnes aussi, je participe à ça. Et j'ai une certaine culpabilité parce qu'en fait, je me dis, mon rôle à moi, c'est de tenir le plus possible les gens dans l'application parce que si je les tiens sur ma vidéo, ils vont regarder jusqu'à la fin de ma vidéo. Si jusqu'à la fin de ma vidéo, tout est regardé, l'algorithme va me pousser et du coup, va me faire exploser sur la plateforme, en fait. Donc, tu vois, indirectement, nous, en tant que créateurs de contenu, on participe à ça. Je sais pas si toi, tu avais déjà réfléchi à ça, mais c'est un truc qui me fait ultra culpabiliser parce que je retire des moments de vie aux gens par pur égoïsme, en fait.
Tu connais une phrase dans le milieu de la drogue qui est un dealer ne touche jamais à sa propre dope. Sur les réseaux sociaux, moi je vais te répondre ce que tu me demandes, mais parce que si c'est une problématique pour toi, pour moi elle est très simple. Il y a 2 trucs. Il y a aller sur les réseaux sociaux pour se divertir ou échanger, etc. Et il y a aller sur les réseaux sociaux pour s'éduquer et apprendre. Et en fait, il y a un ancien client, qui est Édouard Audi, un jour qui m'a dit quelque chose de super important et intéressant. Il m'a dit Internet et les réseaux sociaux, c'est à la fois la technologie la plus puissante et la plus émancipatrice de l'histoire de l'humanité et aussi la plus asservissante. C'est-à-dire que lui, quand il est né, il n'y avait pas trop Internet, les réseaux sociaux, etc. Et du coup, il n'avait pas de smartphone, tu vois. Et quand il me disait, quand il allait voir une fille au cinéma, il devait se coordonner pour être à la bonne heure, tu vois, ou des choses comme ça. Parce qu'en plus, il n'y avait pas toujours du réseau. Et il disait, tu vois, il allait jouer au foot et tout. Il disait, voilà, moi, j'ai 3 filles, et puis je suis là, en fait, je dois combattre tout ça. Tu vois, ces addictions, etc., faire de la prévention. D'un autre côté, moi, c'est pas mon école de commerce m'a aidé, ou mes études m'ont aidé, mais la meilleure école que j'ai faite, c'est Dave Gerrard, Jack Butcher, Naval Ravikant, Paul Graham. Tu te rends compte qu'on a accès aux essais de Paul Graham. Ouais. On n'aurait jamais eu accès à des cerveaux comme ça. Je veux dire, tu pourras parler de ton background d'où tu viens, mais on n'était pas fait pour être aussi proche de cerveau de la Silicon Valley, de notre background. Et est-ce que tu te rends compte quand même que l'accès à l'éducation sur le Make Money, je vais même te dire, moi, il y a 5 ans, en France, il n'y avait pas beaucoup de gens qui parlaient de Make Money online. Parce que toi, tu es plus jeune que moi, tu as 25. Ouais. Moi, j'ai 31, mais il y a 5 ans, il n'y avait pas de Laurine Bemer en France. Il n'y avait il y avait du Oussama, et encore Oussama, enfin, tu vois, mais il parlait de start-up. On ne parlait pas de Make Money. Ça n'a rien à voir, oui. Et donc, après, il y a l'autre chose, c'est est-ce que tu essaies de tenir l'attention des gens online ? Quand tu faisais les astuces, là, au début, je pense que tu es monté comme ça, mais c'est quand même des astuces, donc ça aide. Mais les gens, quand ils regardent Netflix ou la télé, les gens ils passent leur vie sur la télé, en fait, de toute façon, ils étaient déjà dans ce truc. Est-ce qu'il vaut mieux que les gens ils consomment du Laurine Bemer qui va leur dire comment faire du cash en ligne et s'émanciper, ou est-ce qu'il vaut mieux qu'ils regardent CNews et le journal de 20h ? Oui, non, mais dit comme ça, effectivement, ça fait totalement sens. Et c'est vrai que, comme tu le dis, on a accès à une banque de données. Et d'ailleurs, toutes les formations qui existent sur Internet sont trouvables gratuitement. C'est-à-dire, tu payes des trucs en général qui sont trouvables gratuitement. Mais quand on va pas refaire tout le truc, mais quand tu payes, tu as accès à la formation condensée, tu as accès potentiellement à un réseau de personnes, tu as accès à la personne en particulier qui a réussi et qui te donnera son retour. Mais c'est vrai que moi, j'ai vécu à cheval sur Internet est en train d'arriver et on ne sait pas trop comment on le maîtrise. Et puis, personne s'imaginait à l'époque, moi j'ai parlé avec mes parents, mais personne ne s'imaginait jamais qu'il allait avoir des métiers qui allaient émerger d'Internet. C'est comme la crypto-monnaie aujourd'hui, le Internet il y a 30 ans, tu vois. Et c'est vrai que c'est assez fou, je trouve, de pouvoir vivre ce qu'on vit là, parce que comme tu disais tout à l'heure, avant c'était les startups. Il n'y avait aucun autre moyen d'entreprendre qu'en montant une startup où tu étais le petit boulanger du coin, le petit plombier, etc. Mais start-upper, tu étais vraiment le big boss. Aujourd'hui, les solopreneurs, tu te rends compte qu'en fait, il y a un essor de ouf. Pourquoi ? Parce que tu peux commencer à monter un business seul en ayant une marge folle, ce que les start-upers n'ont pas, puisqu'en fait, ils lèvent des fonds et au final, ils crament tout leur cash. Et c'est pour ça que la plupart des start-up ne voient jamais le jour, ou en tout cas meurent dans les 2 premières années. Ouais, ou ne rendent pas le fondateur riche. Exactement. Ouais. Donc c'est vrai qu'on vit à une ère où il n'y a jamais été aussi facile de faire du cash en ligne. Mais encore une fois, cette culpabilité, je pense que elle est fondée sur une croyance limitante, quoi. Parce que, comme tu dis, c'est soit Netflix, soit ça, en fait.
Écoute, tout à l'heure, tu as donné une présentation. Moi, j'ai pris une claque, tu vois. On en parlera sur la structuration de l'équipe. Il y a une slide où tu m'as mis une citation de moi, tu vois. Et en fait, tu as utilisé cette citation pour illustrer une idée. Et du coup, ça veut dire qu'en fait, peut-être qu'à un moment, tu as doom scrollé LinkedIn, mais il y a une idée que j'ai écrite qui t'a fait réfléchir. Et en fait, cette réflexion peut peut-être t'amener à d'autres réflexions, peut peut-être, tu vois, t'aider justement dans la construction de slides. Et quand... Enfin, moi, ce que je me dis, c'est que, tu vois, quand je reçois des messages, et je pense que tu en reçois aussi, je reçois un message, par exemple, d'une fille sur Instagram, et elle me dit « Merci Thibaut, grâce à tes conseils et ton inspiration, je me suis lancé en freelance. Il y a 3 mois, j'ai signé 2 grands groupes, ça m'a fait, tu vois, 4 000 € par mois. J'aurais jamais cru pouvoir faire ça de toute ma vie. Tu vois, mes parents, ils viennent d'un milieu modeste, etc. Je pensais pas que c'était possible, tu vois. » Tu reçois ça et tu te dis « Ok, de par mon existence et mes contenus gratuits, parce que la personne n'avait jamais acheté, tu dis tu inspires des gens ils avaient peu de levier et ils étaient obligés de rester à un endroit salarié. Moi, je n'ai rien contre le salariat. Juste, moi, c'était pas mon truc. Mais par contre, mon salariat, perso, était subi. Et elle est passée à une vie intentionnelle où elle s'est émancipée et elle gagne plus d'argent. Alors, moi, j'entends quand les gens me disent l'argent, ça fait pas le bonheur, etc. Ouais. Par contre, si tu habites à Paris et que tu as 1 500 € et que c'est subi, c'est difficile, tu vois. Et donc, le but, pour moi, c'est l'émancipation. Internet, c'est l'émancipation. Et l'asservissement. Il y a 20 ans, ça aurait été hyper difficile qu'à 25 ans, tu gagnes autant d'oseille, tu vois. Et c'est quand même hyper émancipateur. Moi, comme mon père ou mes parents, l'entrepreneuriat n'était même pas envisageable, tu vois. Ou alors, tu devais ouvrir une boulangerie ou... Mais... Donc, tu vois, c'est hyper émancipateur. Et moi, je me rends compte de quelque chose. Je me suis rendu compte récemment. Je me suis dit, en fait, le meilleur moyen d'aider les gens à grande échelle, c'est de faire du gratuit. Et ceux qui veulent vraiment, tu vois, de l'accompagnement personnalisé, ils payent très cher. Et les gens qui payent très cher, c'est leur choix. Et le but, c'est d'aider. Mais le reste, tu fais gratuit. Après, je pense qu'il faut que tu sois fier de ce que tu fais. Et tant que c'est éthique, c'est ce que Naval dit, éthique. Mais tant que toi, enfin, je sais pas de quoi ça donne, mais tant que tu continues à recevoir des messages de gens qui te remercient, etc., c'est que tu as un impact positif sur la société, même si les gens pensent que certaines personnes pensent que les gens du Make Money sont des gourous, etc., alors que tu leur montres preuve par preuve qu'il y a des gens qui font de l'oseille grâce à toi, et ils vont dire oui, le biais du survivant, le truc, mais c'est des sceptiques, tu vois. Donc, je pense que sur ce que tu fais, au contraire, il faut continuer, autant qu'on est fier, en fait, tu vois, C'est vrai que j'ai beaucoup de messages qui... toutes les semaines, je reçois des messages. Toutes les semaines. Des messages de gens qui ont pris mon accompagnement ou même des plus low tickets, tu vois, genre mon défi, etc. Et qui, en fait, se disent, mais purée, mais c'est les meilleurs euros investis de ma vie, tu vois. C'est les meilleurs 30 €, c'est les meilleurs 3 000 €. Enfin, j'en ai à tous les prix et pour tout le monde. Et en fait, peu importe le prix du produit, la valeur que je délivre, elle doit être qualitative au max. C'est-à-dire, je ne peux pas te délivrer un truc à 30 balles. Alors, évidemment, il y aura moins que sur le truc à 3 000. Hein. Mais la qualité de ce que je te propose à l'intérieur, c'est le vrai plan d'action, etc. Il est là. Et ce que tu vas chercher, en fait, derrière, c'est pas tant l'argent, parce que si tu veux, sur un produit aussi peu cher, entre guillemets, entre tous les coûts que ça te fait... t'es pas forcément rentable, mais ce qui permet derrière d'aller chercher des résultats, c'est justement que tu mettes en place tout ce que tu as appris, en fait, tu le donnes, parce que c'est limite gratuit, c'est vraiment pour filtrer un petit peu, tu vois, mais c'est limite gratuit, tu le donnes, tu as des gens qui t'envoient des messages et qui disent « Putain, merci ». Et effectivement, vu de cet œil-là, en fait, tu te sens beaucoup moins coupable. Mais je me dis, ces gens-là, en fait, s'ils n'avaient pas croisé ma route, peut-être que ils seront sans... Je ne me jette pas des fleurs ou quoi que ce soit. Ils auraient peut-être croisé la route de quelqu'un d'autre. Mais je me dis, à ce moment-là, j'étais au bon endroit, au bon moment, devant cette bonne personne. Et je me dis, mais merci la vie, en fait, pour elle et pour moi, parce que je fais des super rencontres et que les gens sont géniaux, sont contents. Et en plus, ils ont des résultats. Et ça,
Ça, c'est ça je pense, qui me nourrit. Au-delà de l'argent, parce que l'argent, c'est bien, ça te permet de... Quand tu dis l'argent fait pas le bonheur... Enfin, quand les gens disent l'argent fait pas le bonheur, pour moi, c'est une phrase ultra hypocrite. C'est une phrase de personnes qui n'en ont pas. Parce qu'en fait, tu essaies juste de te convaincre que comme t'as pas d'argent, t'inquiète, c'est pas ça qui fait le bonheur. Mais la réalité des choses, c'est qu'aujourd'hui, déjà, au SMIC, tu vis pas. À 1500, tu survis, si t'as de la chance. Et encore, faut pas avoir plus de 2 enfants parce que vraiment, c'est compliqué. Mais cette phrase-là, en fait, c'est pas l'argent qui rend heureux, c'est ce que ça te permet d'avoir. Avec l'argent, tu achètes de la qualité, tu achètes la liberté. Il y a personne qui s'est jamais mis devant un tas d'oseille et qui a commencé à je sais pas, à faire des ablutions, tu vois. C'est pas comme ça que ça se passe. Et ce que les gens comprennent pas, c'est qu'en fait, quand tu regardes pas ce que tu achètes, quand tu vas faire tes courses, quand tu regardes pas le prix, je veux dire, de ce que tu achètes, quand tu peux partir en vacances le week-end prochain et que tu n'as pas besoin de checker ton compte en banque, en fait, c'est la liberté que ça te procure, le taux de dopamine que ça te donne, et juste le fait de te dire, putain, mais demain, si j'ai un parent qui est en galère, bah, en fait, je suis là et c'est OK. Et j'ai pas besoin de me demander comment je me mets dans la merde pour aider les autres, tu vois. Donc, Ouais, non, mais carrément. Et je te dis, c'est hypocrite. D'ailleurs, souvent, c'est les riches qui disent l'argent fait pas le bonheur. Ou les gens qui n'arrivent pas à avoir plus, mais souvent les gens qui n'ont pas d'oseille, ils disent pas l'argent fait pas le bonheur. Parce que mais d'ailleurs, il y a des études sur jusqu'à quel point c'est un niveau sur ton on va dire ton bien-être. Et je crois que cette étude a été débunkée, mais je crois que tu vois, c'était un truc genre 100 000 euros par an ou 60 000 euros par an. Genre à partir de ce moment-là, de ce montant-là, les gens ils se sentent bien, c'est ça? C'est à partir d'un certain montant. En gros, plus d'argent ne t'amène pas plus de satisfaction, on va dire, de bien-être. Ouais, ok. Mais c'était entre 60 et 100 000 euros. Après, il faut toujours... Parce que, tu vois, quand tu es entrepreneur, c'est bizarre parce qu'en fait, tu as le chiffre d'affaires, mais c'est pas le salaire, mais le chiffre d'affaires Enfin, il y a des trucs que tu achètes qui te servent pour ta boîte, tu vois. Mais ce chiffre, je pense qu'il... Mais Naval disait, tu vois, le but de l'argent n'a jamais été le bonheur, mais ça a été la liberté, tu vois. Et la liberté... c'est a un impact direct sur ton bonheur, en tout cas pour moi, parce que j'ai pas envie d'être asservi. Après, il y avait un article, tu vois, qui c'était, tu vois, the levels of rich. En fait, il disait à tant d'argent, tu vois, à 50 000 euros, tu peux t'acheter ça. À 150 000 euros, ta vie elle ressemble à ça, etc. Et il y a un mec qui a fait un article, c'était I don't need to be Jeff Bezos rich. En gros, il disait, tu vois, il gagnait vachement bien sa vie, tu vois, donc c'était 6 chiffres, genre 200K, un truc comme ça, ou 300K, et il disait annuel, et il disait the only difference between what I can buy and what Jeff Bezos can buy is a yacht. Ouais. C'est-à-dire, en gros, t'as pas besoin d'aller à un niveau Jeff Bezos, parce que en fait, il peut s'acheter des trucs, genre des avions privés et des yachts, mais on s'en fout, fondamentalement. Il peut s'acheter vraiment, même à 300K par an, en fait, il peut s'acheter un peu tout ce qu'il veut sans avoir besoin trop de réfléchir. Ouais. Et t'as pas besoin d'aller chercher les 1 milliard par an. En fait, ça fondamentalement, à part le yacht, il n'y a rien qui fera la différence, quoi. Ouais. Bah, tout à l'heure, tu as dit, ouais, ok, jusqu'où amener le business. Tu m'as dit, ok, raisonnablement, je sais pas si je peux dire le chiffre. Vas-y. Tu m'as dit raisonnablement, sur plusieurs années, probablement à 3 millions par an de chiffre d'affaires. Hein, c'est pas ce qui va dans la poche de Laurine, parce qu'il y a des équipes, les trucs. Et donc, on pourrait se dire, est-ce qu'on va aller chercher 10 millions, tu vois. Et en fait, un jour, j'ai demandé à ma coach, et je lui ai dit, ok, ben selon toi, comment tu structures de 5 à 6 chiffres annuels? Elle m'a dit, ok, tac, tac, tac. Ensuite, comment tu fais 6 à 7? Et après, je lui ai dit, comment tu fais 7 à 8? En fait, j'allais lui... Et en fait, elle m'a dit un truc, elle m'a dit, nobody needs an 8-figure business. Ouais. Tu vois, elle m'a dit, personne n'a besoin d'un business à 8 chiffres. Ouais. Elle m'a dit, enfin, tu vois, après, c'est juste de la vanité, ou alors tu vas avoir un impact sur l'humanité, mais... Il y a 6 mois de ça, j'ai été invitée sur BFM Business pour tourner un podcast, et j'avais dit que je voulais faire, moi, à terme, tu vois, 10 millions à l'année et tout, machin. Et en 6 mois, ma vision, elle a grave changé, en fait. Et c'est exactement ce que je pense. C'est pas que je me sens pas capable de les faire, c'est juste qu'en fait,
Oui, ok, mais pourquoi toujours plus? Tu vois, on est toujours dans cette culture de, ok, t'as fait 100K, allez, tu vas aller chercher 500, puis après, tu vas aller chercher 1 million. Mais pourquoi toujours plus? En fait, fondamentalement, c'est quoi ce qu'il y a derrière? Et c'est ce que je te disais tout à l'heure quand j'ai fait la conf. C'est qu'en fait, moi, à l'heure actuelle, avec l'argent que je me paye, je sors presque rien de ma poche. Tu veux, en fixe, je dois avoir, je sais pas, 600 € par mois qui sortent de ma poche. Donc, c'est nettement moins que la plupart des Français qui, en loyer, c'est déjà 600 balles, etc. Et je me paye 5K brut, quoi. Donc, ça fait 4K, un peu plus de 4K par mois net. Mais si tu veux, en fait, tout cet argent, j'en ai même pas besoin. Donc, je suis déjà là à un stade. À l'heure actuelle, évidemment, si je fais après de l'IMO, etc., j'investis plus dans d'autres trucs, j'en aurais certainement besoin. Mais là, à l'heure actuelle, je suis déjà au summum de... Je peux m'acheter plein de choses que j'aimerais avoir et qui ne me poseraient pas vraiment de problème puisqu'en fait, j'ai assez d'argent pour le faire, tu vois. Mais du coup, en fait, ça dépend où tu mets ta jauge. Tu vois, j'ai pas envie en fait de scaler à 10 millions parce que scaler à 10 millions, tu as aussi les responsabilités qui vont avec. Déjà, scaler à 3 millions, c'est déjà bien. Mais 10, en fait, c'est certainement décuplé parce qu'il te faut plus de gens, il te faut plus de process, il te faut plus d'automatisation, une team plus grande. Et 10 millions, c'est 10 fois plus de problèmes, tu vois, finalement. Rentrons un peu dans le concret. On va parler de ton parcours et de comment tu en es arrivé à ton produit actuel, etc. Avant de parler du passé, parlons du présent. Qu'est-ce que tu vends aujourd'hui? Quel est le périmètre des choses que tu vends? Aujourd'hui, j'ai une offre phare qui est vraiment de la formation avec un suivi dans un groupe de communauté où je t'apprends sur LinkedIn, TikTok, Instagram à créer du réseau, à créer du contenu qui attire tes clients. Mais qui attire tes clients et comment tu peux leur vendre après derrière. Parce que j'ai remarqué que le problème des entrepreneurs en général, c'était déjà pas savoir comment créer du contenu, mais surtout au-delà de ça, pas savoir ni se vendre, ni comment marketer, comment se vendre. Et du coup, c'est un produit market fit parce que y a une énorme demande là-dessus. Les gens se rendent compte qu'ils peuvent être vus par des millions de personnes depuis leur canapé sans avoir à bouger de chez eux et avec 0 € de budget, tu vois. Et du coup, aujourd'hui, là, ce produit-là, il a presque fait en un an 1,5 million d'euros, tu vois. Donc, il y a vraiment une vraie demande. Et ensuite, j'ai des petits produits. Donc, j'ai soit de la formation gratuite qui permet de faire rentrer les gens dans mon funnel, mais toujours très, très qualitatif parce que j'y tiens. Et après, un petit produit qui est un défi sur 30 jours où je t'apprends comment créer des posts LinkedIn et les monétiser. Ok, donc tu as... ça s'appelle Social Hacking. Offre phare, Social Hacking. Ok. Donc, cette offre, elle contient quoi dedans? Tu as des vidéos en asynchrone. Donc, en gros, si je te fais vraiment la totalité le mapping, c'est vidéo en asynchrone que tu regardes de ton côté quand tu veux. Tu peux commencer par ce que tu veux. C'est l'avantage aussi. Ensuite, tu as une communauté dans laquelle je suis présente et si tu as des questions, je réponds aux questions. Il y a une partie SOS Laurine où je suis là pour répondre. Tu as des coachs. Tu as des coachings toutes les semaines avec des coachs experts. Donc, c'est des coachings groupés. Il n'y a pas de coaching one-one parce qu'à ce prix-là, je ne peux pas faire du coaching one-one. Donc, tu as ça. Tu as une Customer Success Manager qui s'occupe de t'onboarder, qui prend tes nouvelles, etc. pour savoir où tu en es. Donc, en fait, c'est une formation qui est entre mi-accompagnement, mi-coaching personnalisé, qui n'est pas un coaching personnalisé, mais qui est beaucoup plus évolué qu'un accompagnement classique. Et du coup, et puis après, tu as plein de bonus que tu peux retrouver dans la formation qui vont t'aider à aller beaucoup plus vite, du clé en main. C'était vraiment ce que je voulais pour que mes élèves vraiment aillent plus vite et récupèrent tout mon savoir que j'ai mis plus de 2 ans à faire en quelques semaines, quelques mois, quoi. Ok, donc tu as des vidéos qui te permettent donc à tes clients de créer du contenu en ligne dans le but d'attirer leurs clients sur les plateformes TikTok, Instagram et LinkedIn. Ouais. Ok. Combien de clients tu as eu? Là, on en a eu sur Social Hacking, on a plus de 500 personnes. Je crois que c'est 530, je ne sais plus exactement, mais dans ces eaux-là. Est-ce que tu traques le taux de satisfaction? Alors, on a le taux de satisfaction, on a traqué, on est à du 4,5 sur 5.
On n'a pas tout le monde qui a répondu parce qu'on n'a pas eu 100% de gens qui ont répondu au fill-out. Mais on est sur du 4,5 sur 5. Après, il y en a, en général, ils sont très contents. Et il y en a d'autres qui sont aussi très déçus. Mais bon, ça, c'est un peu partout pareil. C'est... On m'a demandé, oui, il n'y a pas d'ads dans ta formation. Oui, mais en fait, c'est une formation en réseau social organique. Donc, le problème, c'est très potentiellement... Enfin, ça vient de moi en amont sur la com et sur la page de vente, potentiellement, tu vois, si la personne n'a pas compris. Mais du coup, c'est à cause de ce genre de quiproquo qu'on a eu quand même des notes qui étaient... Ouais. Alors, là-dessus, j'ai le même problème. De toute façon... J'ai jamais rencontré un business florissant dans le monde où tu avais 100% des gens qui étaient... Ah, mais c'est impossible. Si tu me dis ça, je te dis que t'es un menteur. Impossible. Et souvent, c'est pas à cause du business, c'est à cause du mindset des gens qui achètent. Et d'ailleurs, souvent, plus tu fais payer cher la personne, moins elle a des exigences élevées. Mais bon, 3 000 € sur un produit comme ça, tu te poses la question quand même. Il faut avoir l'oseille. Et, parce que moi, en fait, j'achète pas mal de trucs, souvent juste pour benchmarker, tu vois, etc. Mais j'avoue, quand c'était à 3 000, je me suis dit, le benchmark... un peu cher, le benchmark. Et parce qu'en fait, tu as des taux psychologiques. Mais bien sûr, mais c'est tout à fait. Et tu vois, genre, si quelqu'un fait un produit à 150 €, je dois benchmarker, en fait, je file l'oseille, je regarde 2-3 trucs et je viens plus jamais... Tu vois, et... ok, donc, tu as donc, le taux de tracking, donc 4,5 sur 5 en notes. Tu as une politique de remboursement ? Ouais, on a une politique de remboursement où on a... Alors, le produit, si tu veux, on est vraiment en refonte. Le produit, il était lifetime. Donc, lifetime, je ne peux pas te faire un remboursement sur un lifetime, c'est pas possible. Ouais. Donc, il y avait la politique de rétractation classique de 14 jours. Aujourd'hui, on va le passer en abonnement annuel. Donc, Social Hacking, c'est plus 3 000 € full, c'est 3 000 € par an. Et maintenant, on a du coup la politique de remboursement sur 365 jours, en fait. Ok, donc les gens, ils peuvent au 362e jour dire « je veux un remboursement ». Alors, je veux un remboursement. Évidemment, il y a des critères. Tu peux pas me dire « je veux un remboursement » comme ça. Tu peux, ça dépend. En fait, il faut que tu aies mis en place les choses. Il faut que ça n'ait pas marché. Parce que je peux pas, si tu veux, il faut qu'on puisse quantifier... Déjà, pourquoi ça n'a pas marché? Nous, ça nous donne des datas. Donc, qu'est-ce qu'on améliore sur le produit, etc. Mais surtout, tu peux pas juste acheter le produit, avoir accès pendant 1 an, avoir eu les coachs, etc. Et venir me la mettre à l'envers comme ça et me dire, là, je veux un remboursement, on est au 363e jour, tu vois. Donc, c'est des remboursements qui seront beaucoup plus stricts, mais qui permettent aussi de tester le produit sur la totalité du moment où ils ont accès, quoi. Et est-ce que tu as une politique Est-ce que tu as une politique que les gens peuvent acheter et demander un remboursement sans poser de questions? C'est-à-dire, aux 14 jours. Alors, on a hésité. Là, la politique de remboursement 365 jours, on est en train d'en discuter. L'idée, ce serait de faire ça. On peut potentiellement mettre un remboursement à 30 jours, tu vois, sans poser de questions. Donc, on est encore entre les deux, tu vois, à se dire... si on le passe à l'année, Et puis, tu vois, même nous, on va se dire, il y a trop de gens qui profitent, donc du coup, la politique de remboursement, on la modifie. Ou alors, ça se passe bien, on a des cas, mais c'est des gens réglo, etc. Donc, tu vois, on est encore entre les deux. Et pour moi, les deux meilleurs, c'est ce que tu disais dans un de tes posts, ou dans le podcast, je ne sais plus, mais c'est si ton produit est bon, normalement, tu n'as pas besoin de te soucier de mettre une garantie ou pas. Parce qu'en fait, tu sais que ça donne des résultats. Moi, j'avoue, je ne suis pas fan des garanties à la base, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui en profitent aussi. Mais force est de constater que c'est vrai que quand tu mets une garantie, en fait, tu n'as pas besoin de trop de t'en soucier si tu sais que ce que tu donnes, c'est de la valeur. Quand tu dis une garantie, c'est-à-dire garantie de remboursement. Ouais. Parce qu'on aurait pu penser aussi garantie de résultat. Je garantis jamais de résultat. Jamais, non. Garantie de moyens, je mets tout en place pour que tout ce qui apparaît sur la page de vente, ça t'est donné, sans erreur. Mais par contre, il n'y a aucune garantie de résultat. C'est impossible. Ok. Donc, tu as 530 clients. Alors, tu as peut-être eu plus de gens qui ont acheté. On va dire, est-ce que tu sais, sur les gens achetés, le nombre de demandes de remboursement? Je pense qu'on était autour des 10%, je pense.
J'ai pas traqué exactement le truc, mais je pense qu'on était autour d'une 50aine de personnes. En général, les remboursements ne viennent pas de « j'ai testé le produit, j'ai pas aimé ». C'est surtout « j'ai acheté sur le FOMO ». Et en fait, j'ai paniqué, j'ai acheté, et en fait, le lendemain, en général, ou 2 jours après, je veux plus, en fait, le produit. Ouais. En général, c'est... Parce qu'il s'est dit, j'ai lâché 3 cas, je les ai pas, les 3 cas. Exactement, ouais. tu vois. Et en général, c'est ce qui se passe. Donc, c'est pas... Tu vois, c'est des remboursements qui sont pas liés à la qualité du produit. Peut-être la personne a zioté entre-temps, 24 heures, 48 heures, c'est assez pour zioter. C'est pas... Il y a quand même 30 heures de formation, donc c'est même en x2, c'est pas assez, tu vois. Ou alors, il faut y passer toute la journée et la nuit. Mais en général, c'était vraiment plus de... j'ai trop FOMO et finalement, non, c'est pas pour moi. Tu vois. D'accord. Ok, ouais, donc tu as un bon taux de satisfaction et, sur ce... De ceux qui ont répondu. Sur le pricing, alors, les gens qui ont acheté à 3000, c'est lifetime maintenant ou tu vas eux aussi les passer à 3000 par an? Ceux qui ont déjà acheté avant la refonte, là, ils ont lifetime. Donc, ça veut dire que tous les coachs... Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que mon modèle n'était pas rentable pour moi. C'est-à-dire, il est viable à partir du moment où tous les mois, je rentre des gens. Mais s'il y a des mois où, je sais pas, je fais des lancements, puis j'arrête pendant 3 mois, ou je ferme les portes pendant 6 mois, etc., c'est pas viable pour moi. Parce que j'ai des coachs qui me coûtent de l'argent tous les mois. J'ai une CSM qui me coûte de l'argent. Et même moi, en fait, mon temps, il vaut de l'argent. Donc, je peux pas passer du temps sur un produit qui ne m'en rapporte pas en mode rétention. Je pense que c'était pour ça aussi que tu avais fait, toi, ton système d'abonnement mensuel et annuel sur les punks du web. Oui. En fait, moi, là où tu m'as fait peur, non pas que mais je me soucie un peu pour toi, mais là où j'ai commencé à me dire, OK, il y a un problème dans la matrice, c'est quand tu as commencé à intégrer des coachs sur un produit lifetime. Ouais. En fait, je me suis dit, elle est en train de faire une promesse sur lequel elle va avoir des coûts récurrents et sur lesquels les gens payent qu'une fois. Ouais. Et donc, je me suis dit, à un moment, les coûts vont renaître. Et du coup, en fait, tu vas devoir faire de l'acquisition constante. C'est ça. Et sauf que le marché, il n'est pas infini. Oui, non, mais tu vois, se comprend. Il est assez grand, mais ça veut dire, en fait, tu dois toujours faire acquisition. Et la rétention ne t'amène pas plus d'argent. Donc, l'abonnement, c'est pour ça que les entreprises font du SaaS. 6 mois, du 3 mois. Non, mais ils font du SaaS, du récurrent. Oui. Ouais. Mais ce que tu as proposé ne fait pas complètement... n'est pas un non-sens complet. Je vais te donner des exemples de gens qui ont acheté ce genre de produits. Tu as une communauté qui s'appelle Nomad List de Peter Levels. En fait, c'est un Slack. Enfin, c'était un Slack, je crois qu'il a passé sur Telegram, où en fait les gens peuvent aller dans des channels par pays et poser des questions. En fait, c'est pour les nomades, les digital nomades. Et après, tu as une sorte d'infrastructure de classement des villes pour les nomades. Okay. Donc en fait, il a très peu de coûts. Il répond. Enfin, lui, il s'est mis hors de la communauté. C'est-à-dire, il n'est pas sur le chat à animer. Oui. C'est les gens qui, tu vois. Et ce produit-là, il a mis. En fait, c'est un one-time payment. Okay. Mais il a pas de peu de coûts. Voilà. T'as Daniel Vassallo, il a une communauté qui s'appelle Small Bets. Okay. Donc, c'est une communauté, tu vois, de gens qui veulent faire des produits indie hacking, etc. Et lui, c'est aussi un one-time payment. Donc, tu payes une fois. Il a quelques coûts. Par exemple, en fait, il fait intervenir des gens dans les masterclass. Donc, c'est pas des coachings groupés, c'est des masterclass. Il paye $1,000 la masterclass à distance d'1 heure plus 30 minutes de questions. Et il fait pas mal de live. Donc, il a des coûts, mais après, il fait beaucoup d'acquisitions. Il est très visible. Il s'appelle Daniel Vassallo. Et sur les punks du web, oui, en fait, c'est difficile. Moi, j'ai fait venir des intervenants, mais les intervenants, je les paye pas. C'est pas... Enfin, c'est juste que, en gros, je leur dis, en fait, ils font du leads, oui, souvent. Tu vois, j'ai Manuel Bismuth, par exemple, il a fait des dizaines de milliers d'euros de volume d'affaires sur les punks du web. Donc, mais sauf que social hacking, ça coûte 100 fois plus que les punks du web. Enfin, en tout cas, sur l'abonnement mensuel. Donc, mais c'est difficile parce que, en fait, quand tu as un abonnement qui est pas très cher et qu'il n'y a pas une valeur qui est très grosse, tu vois, certaines personnes peuvent se dire
Ah, mais il n'y avait pas ci, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Et tu te dis, mais frère, c'est 29 euros. Et c'est problématique pour moi parce que moi, j'ai délivré de la valeur énorme, tu vois, sur des coachings à 500 euros de l'heure, etc., à des CEO. Mais forcément, en fait, j'étais super surpris. Il y a des gens qui m'ont dit c'était génial, j'ai appris énormément. En plus, parce qu'il n'y a pas que la communauté sur les punks du web, il y a 12 conférences. Oui, je me rappelle des conférences. Elles étaient payantes, celles-là. Oui, donc ça vaut la valeur. Ça vaut 1500 euros. Ouais. Il y a 1500 euros de conférences. Tu as un Discord, tu peux poser n'importe quelle question avec des gens qui te répondent. Tu peux faire des cafés, des trucs comme ça. Enfin, des cafés digitales. Il y a eu, voilà. Mais juste, il y a des gens qui disent oui, j'ai payé 29 euros par mois. Et puis, voilà, il ne sait rien. Enfin, je n'ai pas rencontré de personne. Et attends, et la dernière fois, il y a un mec. On dînait. Alors lui, il m'a dit bon, ben moi, je vois la facture tous les mois, etc. Il a vu plein de trucs. En fait, on s'est rencontrés grâce au Punk du Web. Et je lui ai dit, et les conférences, on a pensé quoi? Il m'a dit, ah, je les ai pas regardées. Tu vois? Oui. Mais parce que il a acheté aussi pour toi. Enfin, je veux dire, c'est parce que tu incarnes la personne que tu incarnes, etc. Et je pense que ce mec, il est pas à 29 euros près dans sa compta. Tu vois ce que je veux dire? C'est un abonnement qu'il a oublié aussi. Très certainement. Mais le problème des tickets à 29 euros par mois, c'est qu'il y a des gens qui sont à 29 euros près. C'est ça le problème. Exactement. Et évidemment que quand tu n'as pas d'oseille, 29 euros, c'est beaucoup. Mais c'est de Netflix, quoi. Mais le truc, c'est qu'à 29 euros, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux que je te coach? Je vais pas te coacher à 29 euros. En fait, dans ma matrice, je me suis dit, OK, bon, bah, on va faire du low, medium, high ticket. Et à un moment, bah, là où tu vas payer peu cher, tu as un safe space. Moi, il y a des trucs, des politiques d'avertissement, etc. Si tu fais des trucs, et on a viré des gens pour ça, tu peux pas mettre de la nudité, tu peux pas insulter des gens. Enfin, on est très strict. Donc, tu as un safe space, tu n'as pas de hater. Tu vois. Tu as un safe space, tu peux poser tes questions, etc. Il y a des gens sur lesquels, tu vois, ils payent 10 000 euros dans mon mastermind. Tu vois. Mais il y a des gens qui se disent, OK, je vais payer un truc, je suis client, j'ai acheté, et ils s'attendent à la source de la vie éternelle. Et ça, tous les gens qui font du low ticket te le disent, le truc du customer support, tu reçois des mails. Alors, sur mon produit à 30 euros, ça va. Mais après, comme c'est sur 30 jours et que là, ça fait pas totalement 30 jours, je pense que ça devrait arriver incessamment sous peu. Mais ça va. Après, je pense que voilà, la communauté, elle a bien compris. Tu vois, il y a des vidéos, il y a machin, il y a une grosse équipe. Enfin, une grosse équipe, c'est eux, hein, l'équipe entre eux. Tu vois, les clients s'entraident et tout, c'est cool. Mais pour revenir sur ce que tu disais, là où j'ai eu le plus de problèmes de paiement sur Social Hacking, c'est quand j'ai mis... Parce qu'au début, elle a commencé à 500 euros. Mais à 500 euros, on était sur WhatsApp, il n'y avait pas de Discord, il n'y avait pas de CSM, il n'y avait pas de coach. Enfin, tu vois, il y avait presque rien. Il y avait 2 fois moins de vidéos, donc 2 fois moins de contenu, Vous étiez etc. combien à ce moment-là à 500 euros? On était... En fait, en 2-3 semaines, on était 100 déjà. 100? Ouais. OK. Et c'était un one-time payment? Ouais. OK. Non, pas forcément, en fait. Justement, il y en avait en plusieurs paiements. C'était jusqu'à x4, j'avais mis à ce moment-là. 500 euros en x4. Okay. Donc, en fait, au début, tu avais un Punk du Web. Les erreurs que j'ai faites. Tu avais ton premier produit Social Hacking, c'était un Punk du Web. Ouais, un peu, c'est ça. Ouais. Un peu plus cher, du coup, parce que en x4, ça faisait déjà plus de 100 euros par mois, tu vois, de mensualité sur 4 mois. Mais quand on a commencé à être 50, 80, 100 sur le WhatsApp, on est passé sur le Discord. Ouais. Mais c'est pas ça que je voulais dire, c'est vraiment les gens qui ont le plus coupé les paiements. Ça, j'en parle jamais parce que en fait, je sais que ça peut inciter aussi les gens à le faire. Mais moi, à un moment, c'est la réalité du business. Il y a des gens qui prennent une formation, qui te coupent le paiement au bout de la première mensualité. Et puis après, c'est des relances, des machins... faut que tu envoies des... Enfin, il y a déjà des relances de PayPal ou de Stripe qui sont envoyées, mais après, il faut que tu envoies une société de recouvrement, ça te fait des frais, ça te fait des process en plus. Enfin, vraiment, c'est infernal, tu vois. Ouais. Et quand j'ai commencé à passer à 3 000 euros, enfin, j'ai fait vraiment au fur et à mesure. Et quand j'ai commencé à être à 1 500 déjà, ça s'est étoffé. Et puis là, à 3 000, j'ai plus eu aucun problème avec personne. Ouais, parce que en fait, c'est fou de couper les paiements d'un truc. Parce qu'en fait, les gens qui sont capables de payer 3 000 euros, ils se rendent compte de l'importance réputationnelle. Exactement. Ouais. Et moi, ce que là, je suis en train de faire, et ce qui est hyper important, enfin, j'ai vu une nana le faire, elle s'appelle Solène Feg, et elle a dit dans sa story Instagram un jour,
J'en ai marre des gens qui payent pas. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais lister tous les clients qui payent pas. Je vais envoyer cette liste à tous mes amis infopreneurs pour vous dire, pour dire, attention, ces clients payent pas. Et vous serez radiés de leur formation puisqu'en fait, ils vont pas vous vouloir. Évidemment, après cette story, elle a reçu plusieurs milliers d'euros de paiement qui sont tombés, que les gens... Ah ouais ? Ouais, je te jure. Et je pense que je vais faire ça aussi. Parce qu'en fait, le client n'est pas roi. C'est pas vrai. Le client, il a le droit de dire qu'il est content, qu'il n'est pas content. Il a le droit de discuter, etc. Il a le droit de donner son avis. Mais le client, il n'est pas roi. Donc moi, c'est pas... T'arrives, tu prends ce qui te va, tu payes un mois et puis après, tu repars en voleur. Enfin, on est où, en fait ? Quand tu vas faire tes courses, tu donnes 5 euros à ton caddie, il coûte 60 euros, tu donnes 5 euros à la caissière et tu pars en courant. Tu vois ? Et ça, moi, c'est des trucs où ça ne me serait jamais venu à l'esprit de le faire. Il y en a, je te jure que c'est vrai. J'ai parlé avec des gens qui m'ont assuré qu'eux, ils faisaient ça tout le temps. Bon, ces gens-là, je les ai bannis de mon cercle parce que je les connaissais pas plus que ça, mais j'ai pas eu envie d'apprendre à les connaître. Mais c'est en fait, leur méthode, c'est vraiment d'aller sur des formations, tu payes, soit tu as des cartes qui sont prépayées ou des cartes, des fausses, des e-cards, là, tu sais, des cartes qui sont pas physiques. Ouais. Tu les coupes et en fait, t'es intraçable après. Personne peut te venir. Ouais, et ils se rendent pas compte du problème réputationnel que ça peut leur... Oui. Et c'est des gens qui créent du contenu ? Non, c'est pas... alors, c'est des gens qui ont des boîtes et qui... Ça marche pas, en fait. Mais parce que le mindset, déjà, à la base, n'est pas là. Donc, j'ai envie de te dire, déjà, commence par payer les gens ce que tu leur dois. Et si tu payes 3 000 € une formation, je pense que tu seras beaucoup plus investi que si tu payes 50 € ou 100 balles et que tu coupes les paiements pour pas payer les 500 balles en totalité, tu vois. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas, c'est qu'en fait, c'est un gros problème au-delà de manque de respect, c'est un gros problème de mindset aussi. Tu peux pas être... moi, ça m'avait jamais traversé l'esprit et là, j'ai appris que ça existait vraiment, quoi. Les gens, c'est intentionnel, ils savent qu'ils vont te baiser quand ils vont venir, quoi. Oui. Bah, de la même façon que probablement que tu t'es fait arnaquer 2 fois parce que ça t'est pas venu à l'esprit que des créateurs de contenu visibles sur Internet pouvaient avoir l'idée d'arnaquer quelqu'un. Exactement. Ce qui est quand même fou, c'est que les 2 personnes qui t'ont arnaqué créent du contenu et se rendent pas compte du dommage réputationnel que ça peut leur faire. C'est ça. Et c'est dommage parce qu'en fait, entre créateurs, on se parle. Et il suffit que je t'en parle à toi. Quand quelqu'un d'autre va te parler d'une personne, tu vas dire « Ah non, moi j'ai une amie, elle a eu un problème. » Et c'est pour ça qu'il faut toujours avoir, j'aime bien dire avoir le cul propre. Peu importe avec qui tu es en froid ou tu t'entends pas bien, etc. Moi, j'évite toujours d'aller au conflit. Tout simplement, déjà, j'ai pas le temps et l'énergie de me prendre la tête pour ça. Et aussi parce que je sais très bien que cette personne derrière, elle peut... je sais pas qui elle connaît. Je connais pas ses contacts. Et donc, je le fais aussi dans un intérêt égoïste, mais de me dire, OK, chill, je vais pas aller chercher les gens parce que je ne sais pas qui ils connaissent. Et moi, les gens savent pas qui je connais. Mais s'ils avaient accès à mon réseau, je pense vraiment qu'il y en aurait plus d'un qui se dirait... Mais vaut mieux pas que je lui cherche des noises parce qu'en fait, plus j'avance, plus j'ai un réseau qui grandit, j'ai des gens qui me soutiennent et des gens qui sont hyper haut placés et qui peuvent potentiellement, en un claquement de doigts, m'aider à faire justice, tu vois. En fait, c'est marrant parce que ça, c'est un truc que les haters vont pas forcément comprendre, mais c'est très difficile dans le business de rester dans le game de la longévité si tu es un arnaqueur, en fait. Oui. Parce que ça, c'est surtout un client qui est mécontent, mais il gueule le truc partout pour 500... ouais. Et moi, je rembourse. Ouais. Alors, sauf... Alors, toi, tu engages des frais. Donc, tu vois, c'est comme si tu allais au restaurant et le mec n'est pas content et tu as engagé des frais de... Oui, parce qu'en fait, donc, quand moi, je mets des choses à disposition qui coûtent de l'argent, par exemple des bootcamps, je peux donner un exemple. Donc, moi, j'ai accompagné 250 personnes en bootcamp. J'ai eu 2 demandes de remboursement. Ah, ça va pas beaucoup. À leur demande, un remboursement partiel. OK. Donc, c'est-à-dire que la première, elle m'a demandé un remboursement, je lui ai proposé un remboursement total. Elle m'a dit non, un remboursement partiel me va. Et tu vas voir le mindset. Cette personne, elle a une conférence où elle a parlé à des gens d'autres promotions du bootcamp. Et elle m'a critiqué devant ces gens.
ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, je pense qu'elle a demandé un remboursement partiel et non total pour derrière nous critiquer et que si les gens lui disaient mais du coup qu'est-ce qui s'est passé, elle puisse pas dire il m'a remboursé à 100%. Ouais. Parce que si tu critiques le produit de quelqu'un et tu dis et donc derrière tu as demandé justice, il m'a remboursé à 100% immédiatement. Et tu dis il est cool alors. Qu'est-ce que tu me casses les couilles. Et du coup elle m'a demandé et donc en fait le remboursement partiel lui a donné un droit de me critiquer. Ouais. La deuxième personne, c'était à un stade plus avancé, j'ai fait une erreur. On était les deux dans le tort. Mon erreur, ça a été de la prendre parce qu'elle avait fait des revenus en freelance. Mais en fait, elle avait fait des revenus en freelance dans un grand groupe. Ouais. Et donc, en fait, elle n'avait pas un vrai business. Oui. Et du coup, elle n'avait pas le mindset entrepreneur. Et en fait, elle voulait que je crée son business, tu vois. Et ça, faut faire très attention en préqualification à qui on vend. Oui. Et alors, toi, tu fais pas de préqualification sur ton produit à 3 000 €. Non, je fais pas de préqualification, mais ça trie tout seul. Oui, le prix est un bon outil de tri. Tout à fait. Et le dernier truc, surtout quand tu fais du high ticket, ne jamais prendre des gens désespérés. Oui. Parce qu'on dit souvent, oui, mais ils vendent des trucs à des gens désespérés. Les gens désespérés, c'est des gens qui peuvent faire des choses incroyablement négatives, tu vois, s'ils ne sont pas contents. Ils ont des attentes beaucoup trop hautes. C'est ça. Tu vois. T'es la dernière chance, en fait. En fait, il ne faut jamais être la dernière chance de quelqu'un. Parce qu'en fait, nous, c'est sur du temps long. Ouais. On accompagne les gens pour qu'ils progressent sur 6 mois, 1 an. Mais ces gens, ils n'ont pas 6 mois, 1 an. Oui. Et du coup, ils attendent, ils veulent maintenant, tu vois. Mais sauf qu'il n'y a pas de business où genre, en 2 mois, tu doubles, tu vois. Ça, c'est faux. Non, il y a des business où tu peux créer des communautés, tu peux créer de l'audience, commencer à faire ton personal branding, et tu peux commencer à vendre des petits produits, mais tu feras jamais... Tu feras jamais 50 000 € le deuxième mois, tu vois. Et en fait, ces gens sont tellement dans l'utopie. Ils sont tellement, comme tu dis, désespérés que moi, je veux jamais être la dernière chance de quelqu'un. Et j'ai beaucoup de gens qui m'envoient des messages qui me disent j'ai plus de travail, machin, j'ai l'impression que ta formation, ce sera ma dernière chance. Je leur dis non, par pitié, non. Je peux pas t'aider, en fait. Si je suis ta dernière chance, je ne peux pas t'aider. Tiens, j'ai des formations gratuites. Fais-les. Regarde si ça te plaît déjà, machin et tout, mais vends pas ta télé pour venir chez moi, vends pas ta voiture, demande pas de l'argent à la banque, crédit à la conso, tu vois, genre ça c'est un truc, c'est no way. Et ça me fait peur parce qu'il y a des gens qui m'envoient pas de messages, potentiellement pour qui je suis la dernière chance, mais qui m'envoient pas de messages en amont et qui pourraient prendre ma formation. Pour l'instant, ça m'est jamais arrivé, tu vois. Des gens ultra désespérés et tout qui me disent là j'ai vraiment plus d'oseille, ça fait 6 mois que je suis sur ta formation, j'arrive pas, ça m'est jamais arrivé, mais vraiment je prie pour que ça m'arrive pas, quoi. Si tu me fais réfléchir, je vais peut-être faire de la formation, des cours gratuits peut-être justement là-dessus. Cours gratuits, alors tu vois, quand j'en reviens à Social Hacking et quand je l'ai mis à un prix très bas, ce que ça m'a permis, c'est de récupérer de la preuve sociale et des témoignages. Aujourd'hui, sur Google, j'ai plus de 220 avis, 5 sur 5. Donc, la preuve sociale, elle est assise, elle est là. Le cours gratuit, ça m'a permis de récupérer énormément de mails et de numéros de téléphone. Et donc, en fait, quand tu fais du gratuit, les gens, par définition, derrière, quand tu vends quelque chose, ils achètent pour toi. Ils achètent parce qu'ils savent déjà que tu leur donnes énormément de valeur. Donc, le gratuit, on te dit oui, il ne faut pas faire de gratuit, tous monnaie, machin, etc. Je pense que tu étais un peu comme ça à un moment. Quand tu faisais des posts LinkedIn, où tu disais votre temps, c'est de l'argent, tu vois, c'est... Je ne sais plus si tu n'étais pas contre le gratuit, mais il me semblait que tu avais une approche du ça se monnaie, quoi. Je ne sais pas si je me trompe ou si... Je pense qu'on a une approche un petit peu différente sur la distance par rapport aux gens. C'est-à-dire que je pense que toi, tu es très accessible. Ouais. Je ne sais pas si tu réponds à tout le monde par rapport à un MP. J'essaye, mais c'est compliqué. Ouais. Mais oui, je suis très accessible par rapport à toi où tu mets plus de distance, je pense. C'est pas une stratégie marketing. Ouais. C'est juste que j'ai été très déçu. Et les gens, tu leur donnes ça. Enfin, en fait, les gens, ils te demandent ça. Tu leur proposes ça. Et ils t'engueulent, tu vois.
j'ai eu beaucoup d'exemples. Tu passes sur le podcast de quelqu'un, par exemple, tu repartages pas. Et la personne derrière, elle va bitcher sur toi. Ouais, ok. J'ai eu des... Enfin, on a une personne dont on a parlé. En fait, j'arrête. En fait, hein. Tu vois, les gens, ils t'écrivent. C'est comme si tu envoyais une boule de feu. Et ça te met une charge mentale. Et les gens ne savent pas que tu reçois 50, 100, 120 messages par jour. Ou je suis pas secrétaire, tu vois. Et je leur dois rien. J'aide. J'ai une audience, j'écris tous les jours sur des sujets, genre, je reçois des messages parfois des gens qui me disent j'ai acheté des cours ou des formations payants et c'était moins bien que tes posts LinkedIn gratuits. Donc moi j'estime que les posts LinkedIn sont gratuits. Après donc du coup par contre aider les gens gratuitement au téléphone, non, parce que je peux utiliser ce temps à aider des gens à l'échelle, voilà. Ouais. Mais donc tu me dis donc le gratuit, pardon, je t'ai interrompu. Non, c'est parce que je t'ai fait rebondir dessus, mais ouais, donc le gratuit, c'est un seul lead magnet, ma formation gratuite typiquement, ça m'a rapporté entre j'ai plus les chiffres là exacts, mais entre 8 et 9 000 mails plus numéro de téléphone en 8 mois. Ça fait 1000 par mois, juste avec un seul produit, tu vois. Et si tu multiplies ça et que tu proposes plein de lead magnets différents et que du coup, tu récupères des mails, tu arrives à toutes les semaines parler d'un lead magnet un peu différent à chaque fois, et qu'en plus, c'est de la qualité. Moi, je pourrais te montrer des tonnes de mails tous les jours qui me disent « Mais pourquoi c'est pas payant ?» En fait, tu peux pas faire ça gratuit et tout. Et c'est ça que je veux, c'est que les gens se disent « Putain, peut-être qu'ils achèteront jamais chez moi, mais le seul truc qu'ils pourront jamais dire, c'est que ce que je fais, c'est de la merde. » Parce qu'ils auront testé le produit gratuit, et quand ils en parleront autour d'eux, ils diront « Ouais, j'ai jamais acheté chez elle, mais par contre, sa formation gratuite, c'était vraiment top. Tu devrais essayer, tu vois. » Et en fait, l'idée, c'est, comme je te disais tout à l'heure, c'est pas de plaire ou de satisfaire tout le monde, parce qu'on ne peut pas, déjà, c'est pas possible. Mais par contre, c'est ceux qui sont sceptiques, qui sont un peu le cul entre deux chaises, tu vois, qui savent pas trop quoi penser de toi. À partir du moment où ils rentrent un peu dans ta bulle et dans ta sphère, ils se disent « Putain, j'ai jugé à tort et j'ai regretté. » Et ça m'est arrivé beaucoup, parce que moi, j'avais une com très agressive l'année dernière. C'était voulu. Puis même, en fait, j'avais des besoins de prouver. J'avais besoin de prouver que j'avais besoin de prouver, je pense à mes parents, à moi-même, que j'étais capable de faire, etc. Et du coup, j'étais hyper agressive. Et il y a des gens qui m'ont envoyé, là, je me suis un peu plus adoucie. Et là, il y a des gens qui m'ont envoyé, qui m'ont dit j'adore la Laurine que je vois, parce qu'en fait, je t'ai jugée, je pense. J'ai jamais acheté chez toi ni rien, machin, mais je t'ai jugée à tort. Et aujourd'hui, en fait, tu me donnes envie d'acheter chez toi alors que t'as rien fait de plus. T'es juste plus toi-même, j'ai l'impression, tu vois. Et donc, les gens, par définition, quand tu leur donnes du gratuit, que c'est la qualité, et quand tu leur vends juste qui tu es, quand tu montres juste qui tu es, c'est pour moi le combo gagnant de l'entrepreneuriat sur la longévité, tu vois. Donc, sur ce produit, donc Social Hacking, donc tu m'as dit que tu as fait 500 000 € de chiffre d'affaires dans les 12 derniers mois. Ouais, pas tout à fait, mais on y arrive là. On s'y approche. On est dans cette ordre de grandeur-là. Ce qui est intéressant, c'est que sur ce produit, tu as structuré une équipe. Ce qui est marrant parce qu'on parle beaucoup de tu as utilisé le terme solopreneur. Je ne sais pas si tu t'appelles encore solopreneur. Si, mais solopreneur, mais pas solo, en fait. Parce que sans mon équipe, je ne suis pas là où j'en suis, tu vois. Donc, là, en fait, les gens ne comprennent pas trop. Mais de toute façon, ça, c'est que entre guillemets, en gros, on s'en fout qu'on ait une start-up où les gens disent infopreneur, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. En fait, tu es au centre d'un système, sans associé. C'est peut-être ça, en fait, le solopreneur. Le solopreneur, c'est il détient 100% de sa boîte, en fait. Voilà, peut-être. Et derrière, donc, tu payes des gens qui structurent, en fait, ta team. Donc, tu n'as pas de salariés, tu n'as que des freelances. Ouais. Est-ce que tu peux me dire comment tu as structuré ta team aujourd'hui et en fait, c'est quoi la priorité ? C'est-à-dire, parce que tu peux pas tout faire d'un coup. Il faut que, en fait, tu mettes des strates petit à petit. Est-ce que tu peux m'expliquer ton système aujourd'hui ? Comment sont structurées les équipes de Laurine Bemer, la GOAT ? Les équipes de Laurine Bemer, la GOAT. Non, c'est grosso modo, là, je pense le meilleur investissement que j'ai fait en début 2024, c'est vraiment l'OBM.
J'avais déjà une petite équipe avant. Avec tu peux expliquer un peu ouais, ce que tu vois. Je vais... Tu sais que moi, j'ai appris le terme il y a 6 mois. Hein. Ok, online business manager, c'est vraiment celle qui est ton bras droit, en fait, mais externalisé. C'est-à-dire, normalement, quand tu as un bras droit, c'est un DG, un DRH, bref, c'est vraiment le directeur général qui s'occupe de toutes les teams, etc. Bah, là, c'est l'OBM, en fait, qui fait le pont entre toi et toute l'équipe. Donc l'idée, en fait, c'est qu'à terme, pour l'instant, on n'y est pas encore, mais de plus en plus, on s'y approche, c'est que l'OBM, donc Online Business Manager, elle gère toutes les teams. Donc, tu as la team marketing, tu as la team vente, tu as la team delivery, coach, etc. Et en fait, pour chaque team, tu as une personne qui est responsable de l'équipe. Donc, l'idée, ce serait ça. Ok. Donc ça, c'est idéal ou c'est ce que tu as aujourd'hui? Non, ça, c'est l'idéal. Ce que j'ai aujourd'hui, pour l'instant, ça commence à ressembler à ça, mais c'est pas totalement ça. Donc, on refait, parce que c'est complexe. C'est complexe. Donc, il y a Laurine Bémer Laurine en haut. qui parle à avec un OBM. Et l'OBM, en fait, gère tous les chefs de pôle. C'est exactement. Okay. Et les chefs de pôle gèrent leur équipe, leurs équipes. Donc, on va avoir une chef de pôle, par exemple, en marketing, qui va gérer la nana qui fait les newsletters, la nana qui fait les reels Instagram, la nana qui fait les contenus LinkedIn. Et du coup, s'assurer que, OK, tous les posts de la semaine sont programmés, on est bon. OK, le calendrier éditorial a été respecté, on est bon. OK, les KPI ont été rentrés dans les tableaux, etc., on est bon. Et bien ça, pour chaque pôle, en fait. Donc ça, c'est vraiment dans l'idéal. Aujourd'hui, on est à la moitié. On a la moitié de l'équipe qui est vraiment gérée par l'OBM et on a l'autre moitié qui est encore gérée par moi. Mais parce qu'en fait, ça prend du temps. On ne structure pas une équipe de 12 personnes en plus en 2 mois, en fait. Et ça fait déjà longtemps que j'essaie de le mûrir dans mon cerveau. Là, ça fait 3 mois qu'on est dessus. Vraiment, pas à temps plein, mais vraiment, c'est le focus, tu vois. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Avant, je travaillais 60 heures, 70, même 80 heures semaine. Jour. Jour, ouais. 80 heures jour, ouais, exactement. Sur une journée de 24 heures calendaire, ouais. 80 heures semaine, enfin entre 60 et 80. Et aujourd'hui, j'ai divisé mon temps de travail par 2, également ma charge mentale, puisque en fait, j'ai les teams qui sont beaucoup plus autonomes, puisqu'on a processisé, on a automatisé des systèmes. Alors là, ça peut paraître un peu barbare quand je le dis comme ça. J'espère que ceux qui nous écoutent comprennent, mais l'idée, c'est de dire, OK, demain, j'ai une coach qui part, par exemple. Si je recrute quelqu'un, à quel point, entre le temps que je recrute et le temps qu'elle est opérationnelle, combien il y a de temps, en fait? Est-ce qu'il y a 5 minutes? Est-ce qu'il y a 1 heure? 3 jours? Ou 3 mois? Et plus ce délai est réduit, plus j'ai réussi mon pari. Donc, si j'ai une nouvelle coach qui arrive pour Social Hacking, il faut qu'elle ait tous les process. OK. Quand tu rentres dans la team, qu'est-ce qui se passe? Là, tu vas rejoindre tel groupe WhatsApp. Ensuite, sur tel groupe WhatsApp, tu auras... Sur tel groupe WhatsApp, tu auras tous les process. Enfin, c'est pas sur le groupe WhatsApp, c'est sur le Notion, mais tu as compris. Et en fait, elle doit pouvoir, sans mon aide, suivre toute la marche à suivre pour intégrer l'équipe. Donc, en gros, ce que tu as mis en place actuellement, c'est que si quelqu'un dans ta team est recruté, il peut s'onboarder avec les documents que tu as déjà créés sans que toi, tu aies à lui expliquer quoi que ce soit. Tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, en fait, si tu veux, le problème du CEO, c'est que tout est dans la tête. C'est-à-dire, là, tout ça, là, les mécanismes qu'il y a dedans, les stratégies, la vision, etc., tout est là-dedans. Donc, si toi, tu travailles avec moi, tu as besoin de savoir, d'avoir des datas, d'avoir des données, et tu as besoin de me demander, en fait. Parce que si je ne l'ai pas mis sur une feuille de papier, en fait, la seule personne qui a la réponse, c'est moi. Sauf que si toi, tu vas me solliciter, j'ai aussi Jean-Michel qui va me solliciter, j'ai aussi Clara qui va me solliciter. En fait, si on est 12 et que tous les jours, il y en a, vous me sollicitez 1 fois par jour ou même 1 fois tous les 2 jours, je ne m'en sors pas, en fait. Parce que derrière, je suis sur aussi le delivery, la vente, le marketing, je gère les trucs, les machins. Et donc, en fait, je pense que j'ai mis ça en place au moment où je me sentais complètement down, en fait. Et j'ai une phase très, très compliquée, là, début 2024. Bref, avec tout ce qui s'est passé, etc., où il y a eu de très gros coups durs. Mais du coup... Comme quoi, si tu veux en parler? Comme le fait de faire confiance trop aveuglément. Les arnaques. Voilà. Ouais. Et donc de faire confiance trop aveuglément et du coup de
de me sentir coupable, de sentir que pourquoi ça m'est arrivé à moi, pourquoi j'ai pas assuré, qu'est-ce que j'ai pas vu venir, et qui te mettent le moral à zéro, en fait. Et c'était hyper compliqué. Et à ce moment-là, je me suis dit, purée, mais en fait, j'ai une team. J'ai des gens qui comptent sur moi, qui me sollicitent, et je suis même pas capable de leur répondre en temps et en heure parce qu'en fait, je me sens surmenée, quoi. Et pendant une semaine, j'ai disparu littéralement. Je répondais plus à personne, même à mes parents. Ils ont eu très peur. Ils ont failli appeler la police. Tellement je leur répondais pas. Et en fait, après ça, je me suis dit, meuf, ressaisis-toi. Et j'ai fait appel à une OBM. Et de là, on a restructuré tout mon business. Et elle a dit, OK, la charge mentale, c'est pas toi qui dois la porter, en fait. Là, tu as des gens que tu recrutes. Ils ont leur charge mentale à eux, chacun. Et c'est pour ça que tu les payes, en fait. Et j'en reviens à une phrase que je dis souvent, c'est « j'achète pas des compétences, j'achète la charge mentale ». Ouais, c'était fou, ça. C'est quand tu le processises après dans ton cerveau, tu te dis « putain, c'est vrai, en fait ». Donc, est-ce que tu peux me mapper tous les gens qui bossent pour toi ? Ouais, on a donc l'OBM, que je paye, évidemment. On a le collectif de copywriters, funnel builders, qui s'occupe vraiment de tous les lancements, on va dire les gros lancements, avec toutes les pages de vente, les downsell, upsell, etc. On va avoir une CSM qui s'occupe du customer success. On a les coachs. On a une personne qui fait mon contenu LinkedIn, une personne qui fait mon contenu Instagram. On a une CM pour LinkedIn. Donc la personne qui écrit les contenus et la CM ce ne sont pas la même personne. C'est vraiment deux personnes. Donc tu as un ghostwriter et tu as quelqu'un qui gère. C'est quoi, réponse aux commentaires ? Réponse aux commentaires, ouais. Okay. Les messages, c'est moi qui gère. Ah, tu gères la messagerie encore ? Ouais, je gère les messages. Ouais. Oui. Je gère les messages parce que c'est ce qui me fait vendre, c'est d'être moi et de discuter avec les gens. En fait, mon taf en tant que CEO, c'est d'être à des événements, de me rendre visible et de parler avec les gens. C'est ça maintenant mon taf. Donc tu continues à faire du closing en fait, finalement. Je déteste me vendre. Quand à chaque fois quelqu'un vient me dire est-ce que je peux prendre ta formation, tu penses que c'est bien pour moi et tout, c'est toujours la même question qu'on me pose, c'est est-ce que pour moi ça va marcher ou est-ce que c'est bon ? Je dis toujours regarde ma formation gratuite d'abord, si t'aimes mes enseignements, après on en reparle, tu vois. Oui, tu veux pas faire d'oversell. J'aime pas. Ouais, pareil. Je suis pareil. Je déteste. Ouais. Je préfère que t'achètes sur un bon de commande. En fait, je préfère que t'achètes pas, mais je passe à côté de dizaines, de centaines de milliers d'euros. Hein. Je suis passée à cause de ça. Ouais, parce que tu veux pas promettre. Ouais, j'ai du mal avec ça. Et bon, bref, du coup, donc je suis sur mes messages. Ensuite, j'ai une personne qui fait mes newsletters, donc qui est Alexandrina, que tu connais. J'ai peur d'oublier des gens. J'ai une assistante virtuelle qui s'occupe de ma pré-compta, mon admin. Elle est solopreneur. Alors, une solopreneur, elle a tellement de gens qu'elle oublie son équipe. Le comble. Attends. Non, je crois que j'ai oublié personne. T'as une VA, non ? Oui, je viens de le dire. Okay. Assistante virtuelle, ouais. Okay. Je crois que c'est tout. Et donc, tu m'as dit... Donc tu m'as dit, toi, ce que tu considères comme ce qui doit rester, c'est la représentation. Ouais. Médiatique. Tout à fait. C'est-à-dire être dans des podcasts, être dans des événements, à des conférences. Ensuite, la stratégie globale, tu es le pilote. Et quand même parler aux gens. Oui. Voilà. Donc en fait, en gros, si on c'est un peu lié, mais en gros, c'est représentation médiatique. Pour toi, le CEO, enfin le chef d'entreprise doit... À la fin, quand il a bien structuré, c'est représentation médiatique, ce qu'on appelle au niveau chairman, en fait, ou chairwoman, et CEO. C'est-à-dire, accessibilité, t'as vision, stratégie, et t'as vraiment ce concept d'être vu partout. Okay. Et avec plein de monde. Et je pense que c'est hyper... Alors, ça se délègue, les messages, les réponses aux messages, etc. Mais je pense que c'est d'autant mieux... Moi, des fois, je fais des petits vocaux, ça me prend littéralement 20 secondes pour répondre à quelqu'un. Ça me prend moins de temps que si j'écrivais un message et la personne, elle entend ma voix, elle sait que c'est moi qui réponds. Et en fait, tu crées des gens qui sont fans de toi. Alors, je déteste le mot fan, puisque le fanatisme, pour moi, ça me rend hyper mal à l'aise, mais tu crées, je dirais plutôt des partenaires, tu vois. Des gens qui vraiment vont te kiffer pour qui tu es. Et même s'ils n'ont jamais acheté chez toi, ils vont te recommander, parce qu'ils ne pourront jamais dire que tu es une mauvaise personne ou quoi, parce qu'en fait, tu es foncièrement... t'es foncièrement gentil, tu vois. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que je suis une meuf hyper hautaine, en mode je pense qu'à ma gueule et tout. Je pense qu'il y a vraiment des gens qui se disent ça de moi. Mais si t'apprends un petit peu à me connaître dans l'intimité,
Et c'est pour ça que je réponds à mes clients et enfin mes leads même, les gens qui n'ont pas encore acheté. Bah, en fait, tu te rends compte que je suis chill. Putain. Ouais, et c'est intéressant ce que tu as dit parce que tu as dit, voilà, en fait, le fait de leur répondre les adoucit, etc. Moi, j'ai le problème inverse, c'est que vu que je réponds pas aux gens, je réponds, mais très peu, ça peut partir du principe, ils peuvent se sentir heurtés. Tu sais, tu as la peur du rejet. En fait, je t'ai envoyé un message et tu m'as pas répondu. Tu vois, et ça, c'est vachement difficile d'expliquer aux gens. Du coup, je vais te poser quelques questions quand même là-dessus. Moi j'ai assumé, hein, tu vois, que je réponds pas à plein de gens. À l'époque où je faisais du ghostwriting, je répondais même pas aux demandes clients. Enfin, je répondais à ce qui... C'est-à-dire qu'il y a des gens, parfois, je les mettais in the dark, tu vois. Mais c'est juste qu'en fait, un jour, j'ai eu une montée de stress où je me suis dit, mais il y a trop de messages, tu vois. Et parfois, mais en plus, c'est difficile parce que c'est des messages de remerciements ou de bravo, ou, tu vois. Et je me suis un jour délégué, mais je trouve que c'est trop difficile de déléguer. Ou alors, à la limite, que la personne réponde en son nom. C'est-à-dire, par exemple, si je mets Diane aux réponses au message, elle répond Diane, service client. Ouais, mais les gens, ils vont péter un câble. Bah, oui, mais ils veulent pas parler à Diane, ils veulent parler à Thibaut, en fait. Sinon, ils envoient un message à Diane, tu vois. Ouais, mais j'ai que 24 heures dans la journée. Je sais. Mais alors, moi, je réponds pas à tout le monde dans le sens où je le fais dans la mesure du possible. J'ai des créneaux qui sont posés pour ça, tu vois. Et je ne peux pas répondre à tout le monde, c'est pas possible, j'ai trop de trucs. Et des fois, en fait, c'est pas ma priorité, puisque, encore une fois, je suis chef d'entreprise, je suis pas bénévole. Donc, non mais j'adore. non mais je veux dire, c'est marrant, ça. J'ai un profond respect pour tous les gens qui m'envoient des messages, etc. Donc surtout quand c'est des messages de remerciement, je réponds. Je suis chef d'entreprise, je suis pas bénévole. Elle m'a fumé, celle-là. Non mais quand c'est des messages de remerciement, je réponds. Quand c'est des messages de demande de conseils, j'ai tendance à moins répondre parce que je trouve que c'est plus gratter pour gratter. Ouais. Donc en fait, tu vois, il y a des trucs où je trie et je mets... Dans la priorité, je mets mes priorités sur les gens qui, j'estime, le méritent plus que d'autres. Alors, pardon. Non, vas-y, j'ai fini. Mais alors, il y a un truc qui me rend ouf, c'est que, en fait, tu as dit priorité. Franchement, si t'es une personne et que, genre, je sais pas, t'as commenté 30 contenus, je t'ai vu, et tu m'écris un message... Je me dis, putain, mais le GOAT, évidemment, je réponds, tu vois. Ouais. Mais il y a des gens, ils n'ont jamais liké, ils n'ont jamais rien acheté, ils n'ont jamais commenté, et ils débarquent comme une fleur en te demandant un conseil. Non. C'est fou, hein, parce qu'en fait, c'est le même temps que tu vas prendre pour deux personnes différentes, c'est le même conseil potentiellement que tu vas donner, mais juste comme l'approche n'est pas pareille, tu as plus ou moins envie de le donner, ce conseil, tu vois. Et tu prendras potentiellement plus de temps à donner des conseils à cette personne-là qui a commenté. Tu vois, en fait, ça coûte zéro de commenter, de liker, d'être présent chez quelqu'un, surtout si c'est une personne à qui tu vas demander des conseils derrière. Donc, en fait, tu iras beaucoup moins à reculons et tu prendras potentiellement plus le temps. Et c'est ce que les gens n'ont pas compris. Et c'est ce que ma copine Alice, Katlino, dit tout le temps, c'est l'intelligence relationnelle. C'est-à-dire, tu peux pas arriver à demander à des gens quelque chose, en fait. Elle arrive toujours dans des endroits et elle dit... Elle s'intéresse aux gens et dit « Ah ok, j'ai un truc pour toi, je peux te mettre en relation avec une personne ou avec deux personnes, etc. » Et du coup, elle donne avant de vouloir recevoir. Et c'est comme ça qu'elle arrive à se faire des réseaux de ouf et à réussir à obtenir des réponses des gens, etc. Parce qu'en fait, quand tu es dans la demande avant d'être dans le don, ben, ça marche pas, en fait. Et c'est le principe de réciprocité que Robert Cialdini explique très clairement dans son livre. Enfin, c'est la base. Oui, en fait, ce que tu as dit, c'est intéressant. On peut dire le principe de give first, c'est-à-dire toujours se dire, OK, qu'est-ce que je peux faire pour toi avant de songer à ce que tu peux faire pour moi. Et en fait, c'est intéressant parce que tu parles du livre de Robert Cialdini et on peut penser que c'est une technique de manipulation. Et en fait, ce qu'on ne se rend pas compte, et ça, je me rends compte dans le mastermind, c'est que généralement, les entrepreneurs que tu vois, ou les gens qui arrivent à un certain niveau, etc., ils ont souvent une passion dans la résolution des problèmes des autres. Tu vois. Et la dernière fois, c'était marrant parce qu'on était avec Romain Collignon, tu connais, de Square, tu vois, qui a un mastermind. On est censé avoir une offre concurrente. C'est lui qui m'a proposé de m'appeler.
Et en fait, je te jure, au début, donc tu vois, il me pose plein de questions et je lui dis, et donc moi, je lui dis, t'en penses quoi, etc. Et en fait, il m'a trop aidé. En fait, il avait une posture, qui fait comme dans ce mastermind, c'est vraiment, tu te dis, parce qu'en fait, tu as tellement envie d'aider les gens, tu as tellement l'habitude avec tes clients que tu vois, il était en train de me dire, OK, comment je gère ces trucs, et il me file plein d'insights, il me file ses chiffres, et en fait, à un moment, au milieu du call, je me dis, tu veux quoi? Non, mais dans ma tête, je me dis, putain, mais en fait, il me donne trop et je donne pas. Ouais. Tu vois? Et je me dis... Et en fait, il le faisait tellement bien que je me rendais même pas compte que en fait, j'étais en train de me faire coacher. Du coup, je me suis dit, à un moment, OK, je vais twister. Et donc, je commence à me poser la question. Je dis, OK, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Où est-ce que tu penses que t'as des difficultés et tout? Et là, tu vois, j'isole et je comprends très vite que là où il est le moins bon, c'est en communication personnelle. C'est pas en marketing, parce qu'il est très bon en marketing, mais il n'est pas bon en communication en tant que dirigeant vers les réseaux sociaux, etc. Et je pense que sur tous les critères et tout, c'est peut-être là où moi je suis le meilleur. Sur personal branding, quoi. Finalement. Ouais, et du coup, je commence à essayer de lui structurer, lui donner des idées, etc. Des choses qui pouvaient me paraître évidentes, et je le vois, tu vois, à des moments. Et en fait, je pense, ce qu'il m'a dit, mais il est gentil aussi, mais qu'il a reçu, tu vois, de la valeur de ce call. Et du coup, je me suis dit, OK, c'est au moins even. Mais en fait, j'ai toujours du mal quand je reçois plus que je donne, tu vois. Ça me fait penser à un truc, excuse-moi, je t'interromps. Vas-y. Mais tu te rappelles, il y a un an et demi, quand tu m'as envoyé un message et tu m'as dit, je sais plus sur quoi c'était, mais tu m'as dit, là, j'ai une problématique, je bloque. Est-ce que tu es d'accord qu'on fasse un call à une seule condition, c'est que moi aussi, je puisse t'apporter quelque chose? Je me rappellerai toujours de ça. Tu m'as dit, la seule condition, c'est que moi, je puisse te coacher aussi derrière sur des trucs sur lesquels tu es en difficulté, mais que ça te serve. Je veux pas que tu le fasses par charité, quoi. Mais en fait, je t'ai proposé de te payer d'abord. Oui, tu m'as proposé de me payer. Voilà. Tu m'as dit, oui, c'est vrai. Tu m'as proposé de me payer. Tu m'as dit, moi, j'étais super mal à l'aise avec ça. Vraiment, comme je t'ai dit, j'aime pas me vendre, en fait. J'adore marketer, mais j'aime pas me vendre. Et c'est vrai que tu m'avais proposé de me payer. Après, tu m'as dit, je crois que je t'avais dit non, je suis pas à l'aise. Et tu m'avais dit, écoute, la seule solution, c'est que je veux que tu ressortes avec de la valeur aussi. Et on avait fait 2 heures de call et on a fait ping-pong là-dessus. Tu vas grave aider. Mais en fait, payer quelqu'un, parce que les gens, c'est des gratteurs. Tu vois, ils veulent faire des calls de synergie. Mais c'est hyper prétentieux de faire des calls de synergie. Je n'en peux plus de ce mot. Je n'en peux plus. Je peux plus me le voir. Mais parce qu'en fait, ça veut dire que tu considères forcément que si tu vas parler à quelqu'un, parce que si tu veux des calls de synergie, c'est probablement... En fait, tu veux quelque chose et tu considères que tu as la prétention de considérer que tu vas apporter aussi à l'autre personne. Moi, je me dis, j'ai pas cette prétention-là. Si j'ai besoin de quelque chose de quelqu'un, je te paye et au moins, je paye au prix que tu demandes. Si t'es trop cher, je ne peux pas... Enfin, trop cher, c'est que je ne peux pas payer. Mais tu m'aurais dit 500, je t'aurais dit OK, vas-y, go, on s'appelle. Et comme ça enlève cette charge mentale de me dire est-ce que je vais apporter de la valeur? Parce que la valeur est l'argent. Et du coup, on a fait le call. Mais je pense que ça t'a fait sincèrement plaisir de m'aider, en fait. Mais déjà, et puis en plus, moi aussi, tu m'as ouvert les chakras sur plein de trucs. Et vraiment, tu sais, quand tu parles à des gens qui sont soit au même point que toi, mais même des gens, en fait, qui font moins de chiffre d'affaires, qui ont moins de salariés, moins d'équipes, etc., tu as toujours des trucs à retirer, de hyper value, tu vois, des gens. Et vraiment, moi, ça m'avait trop aidé. J'étais trop contente de le faire parce que vraiment, j'avais envie de t'aider. Et puis même, moi, je me suis dit, putain, mais Thibaut, il a besoin de moi, mais pourquoi, en fait? Tu sais, dans ma tête, j'étais en mode, mais il est 100 fois au-dessus de moi dans le sens, dans le business, tu vois. Je parle pas humainement parlant, je parle vraiment dans le business, c'est 100 fois plus avancé. Qu'est-ce que je vais lui apporter? Et en fait, quand tu m'as posé tes questions, je me suis dit, OK, effectivement, en fait, juste, il y a un pan que moi, j'ai testé, que lui n'a pas encore testé. Et en fait, il veut juste savoir comment ça se passe et en fait, quelles sont les erreurs à éviter, peut-être, les conseils, les trucs que j'aurais fait différemment, etc. Et je me suis dit, putain, mais la victoire, tu vois, de ce call, c'est juste de s'échanger des trucs que
toi, t'avais pas fait et moi, j'avais fait, et inversement, tu vois. Et j'ai trouvé ça génial. Écoute, j'ai fait faire un exercice, tu vois, sur les 4 piliers. Donc, premier pilier, communication, personal branding, communication sur les réseaux sociaux. Deuxième, délégation, équipe. Troisième, qualité de l'offre et scalabilité de l'offre. Et 4, tout ce qui est funnel, automatisation, processisation, etc. Et je demande aux gens de se mettre une note sur 10. Il n'y a personne qui me dit j'ai 8 partout, tu vois. En général, il va avoir 9, 3, 6, 4, tu vois. Et tu vois, là, sur ta... Alors, en fait, je me suis rendu compte que j'étais moins bon que ce que je pensais sur le 2 quand j'ai vu ce que tu avais mis en place. Et sur le 4, quand je vois tes process, je me dis, putain, je suis vraiment loin, tu vois. OK, l'offre et Enfin, l'offre peut être améliorée, mais offre et communication, ça va. Enfin, il faut toujours faire mieux. Mais en tout cas, c'est déséquilibré par rapport à team et organisation. Du coup, on va juste résumer, tu vois, je pense les points clés que tu peux apporter, parce que c'est vraiment intéressant. Donc, on va parler, enfin, on va dire, donc il y a l'équipe, tu vois, une offre scalable et tu as les process organisationnels. Donc, les process organisationnels, tu as dit, il faut documenter tous les process sur Notion ou autre, pour que, en gros, si quelqu'un, la question à se poser, c'est si quelqu'un de nouveau vient demain, est-ce qu'elle peut s'auto-onboarder? C'est ça. Ok. Ouais. C'est quelqu'un qui t'a aidé à faire ça? C'est mon OBM. Ok. En fait, elle a pris mon cerveau, elle a dit on le pose sur la table. Et genre, toi, tu n'es plus le centre de toutes les préoccupations. Le centre des préoccupations, ça va être l'équipe elle-même, en fait, comment est-ce qu'elle fait pour se gérer? Elle ne s'auto-gère pas, mais elle apprend à être de plus en plus autonome. Elle s'auto-gère jamais, en fait, une équipe, si tu veux. Il faut donner des directives, etc. Mais comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte que, comme je t'ai dit tout à l'heure, quand il y a une personne qui part et une nouvelle qui rentre et qui prend la place, potentiellement, comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte de minimiser le temps qu'on va passer avec cette personne? Parce que c'est pas qu'on n'a pas envie de la voir, mais c'est qu'en fait, au lieu de passer 3 semaines à la former, si on peut passer que 24 heures, enfin, une journée où on est avec elle et on lui donne un petit peu plus de détails, bah, je préfère passer que 24 heures, en fait. Tu vois. Et le reste peut être automatisé. D'accord. Donc ouais, t'as ça, t'as tous les process qui sont faits par l'équipe. C'est pas moi qui les fais, les process. Parce que eux, ils les font tous les jours, en fait. Donc, une Manon qui va faire ma pré-compta, qui sait exactement comment aller chercher les factures plus rapidement, etc., etc. Ben, c'est elle qui va faire le process de la pré-compta. Et demain, si j'ai une nouvelle VA qui arrive, ça déroule, elle a tous les process, et j'ai même pas besoin d'intervenir. Ok, donc scale organisationnel. Ouais. Ensuite, la team. Donc, on a dit, il y a Laurine, la GOAT, un OBM. Et ensuite, il gère des chefs de pôle. Exactement. Ok. Et toi, tu gères que l'OBM, tu n'es pas en relation avec les... Exactement. Ok, ça, c'est principe important de Rocket Fuel. Oui, non, en fait, c'est le but ultime. C'est que tu as un bras droit, quoi. Ouais. Et sur l'offre scalable, donc, toi, actuellement, tu es sur une grosse offre que tu avais mis en one-shot, enfin, en un paiement à vie, où tu vas passer en récurrent annuel à 3 000 €, donc c'est du high ticket quand même. Et est-ce que tu as une nouvelle piste pour où tu vas rester en solo offre? Non, j'aimerais bien faire du high ticket parce que je me rends compte qu'en fait, il y a des gens qui sont ultra avancés que je pourrais aider à scaler, d'aller chercher encore plus, tu vois, essayer d'aller faire les 20 000 € par mois en récurrent, tu vois. Oui. 20, 30K, 40K même par mois en récurrent, ça peut être vraiment pas mal. Et le problème, c'est que j'ai pas d'offre en fait pour ça. Donc, si tu veux, mais il faudrait vraiment la tourner en mode pareil. J'ai pas envie d'être esclave de ma boîte. Donc, comment est-ce que je fais pour créer cette offre-là qui me ressemble et qui est la mienne, tout en n'étant pas en train de faire des coaching one-one. Les coaching one-one, je déteste ça. Enfin... tu seras probablement entre un modèle entre le bootcamp de Nina. Alors, je sais pas si tu connais, mais ça peut être intéressant que tu regardes son organisation et comment elle s'est sortie. Et notre mastermind. Ouais, en fait. Carrément. C'est ça. Mais le mastermind, il n'y a pas beaucoup de coaching one-one, mais il y a du... Tu peux les déléguer, les coaching one-one, après, hein, par des gens meilleurs que toi. Hein. Alors, Nina, ce qu'elle a fait, nous, on délègue le success coach, ce que tu as fait aussi.
Alors, il y a un truc, les gens, ils payent une certaine somme. Donc, moi, j'ai décidé de faire du one-one, mais Jeremy Coleman ou Melissa Griffin m'ont dit, par exemple, qu'eux, il n'y avait pas de relation directe en one-one garantie là-dessus. Après, tu vois, dans les week-ends, en fait, juste le fait, parfois, à un moment, tu vas parler 5 minutes, 10 minutes avec un type et tu lui fais du coaching. C'est déjà du coaching one-one. Mais je veux dire, sur le papier, en fait, il n'y a pas de coaching one-one. Par contre, tu as accès à le groupe avec la communauté et tu as la personne qui peut répondre aussi, tu vois. Ok. Bah, écoute, on s'en parlera. Mais en tout cas, je pense que ça sera probablement un mélange entre une sorte de bootcamp et de mastermind. Je vois où tu... Ok, donc on a dit organisationnel, offre et team. Et tu délègues même la création de contenu. Donc finalement, t'es une feignante, en fait. Je suis une grosse flemmarde. Moi, j'adore, tu sais, réfléchir à la strat. Putain, comment on peut améliorer ça ? Comment est-ce qu'on peut aller chercher plus ? Ah ouais, mais là, si on va chercher plus... Et en fait, moi, ma zone de génie, c'est les réseaux sociaux. Mais avant, en fait, les réseaux sociaux, c'est quoi ? C'est de la strat, en fait. Avant, c'est des méthodes. Et moi, ce qui me fait kiffer, c'est des insights, tu vois. En fait, je veux vraiment me concentrer là-dessus parce que jusqu'à présent, si je suis sur le delivery et l'opérationnel, je peux pas être sur la vision parce qu'il faut un mindset clair et tu peux pas. Et la vision, tu peux tabasser ça en 2 heures de deep work, tu vois, tu peux tabasser ça et avoir fait ta journée. Donc être plus sur la vision. Je propose un dernier exercice et on clôture pour que tu ailles voir la masterclass de ta copine Alice. Donc je vais te donner, on va dire, des pans de ta vie. Tu vas me donner ton niveau de satisfaction sur 10. Et tu n'as pas le droit de dire 7. Ok ? Je connais cet exercice. Si je te dis amour. 8. Si je te dis ami. 10. 10 ? Je te jure. C'est beaucoup. J'ai tellement fait le tri, j'étais trop bien entourée. T'as viré des gens depuis... J'ai viré presque tout le monde et... Ah ouais ? Ouais. Et maintenant, j'ai que des gens qui sont gentils, serviables, qui sont dans le partage, dans l'amour. Tu vois, j'ai que des gens comme Alice. Et t'as des gens, des anciens amis qui sont devenus des haters ou des sceptiques ou putain, tu parles d'oseille, Laurine Non, c'est des gens maintenant qui viennent m'envoyer des messages et qui me disent bravo pour ce que t'as fait, trop cool et tout, t'en es. Donc c'est sympa. Et c'est quoi ? C'est peut-être des gens où en fait t'as fait une croissance personnelle un peu forte et vous êtes plus alignés ? Quand tu te soucies de te dire comment tu vas rentrer du chiffre, comment tu vas faire rentrer des clients ou les satisfaire, etc. Et que les autres, c'est oh là là, à quelle heure est-ce que je vais aller en boîte ? Tu vois, moi, je me suis lancée, j'avais 22 ans. Donc, en fait, j'avais pas du tout les mêmes problématiques. Et tu sais, il y avait un écart j'ai l'impression, un écart générationnel où moi, j'avais 45 ans déjà dans ma tête. Et eux, ils en avaient encore 20 ou 18 même. Et c'est vraiment sans prétention aucune et sans critiquer. Mais c'est juste qu'en fait, quand tu as un business, tu grandis beaucoup trop vite. C'est bien et à la fois pas bien, quoi. Mais... Croissance business et souvent croissance personnelle aussi. Enfin, les deux sont... La croissance business, c'est une cause de la croissance personnelle, mais aussi une conséquence. Tout à fait. Si je te dis satisfaction financière. 9. Et demi. Ok. Je suis pas à 10 parce que je sais que je suis pas genre là bien jusqu'à la fin de ma vie, tu vois. Mais même si c'est pas forcément le but, mais je suis quand même hyper fière. Je suis satisfaite. Alors, t'as peut-être pas encore d'assez d'argent pour t'arrêter de travailler, mais à ton âge, il doit pas y avoir beaucoup de gens qui ont fait aux autres. 9 et demi, vraiment, c'est bien. Non, je vais pas mentir. Si je te dis santé. Santé, 5. 5, ouais. 5 parce que depuis que j'ai mon business, j'ai pris beaucoup de poids. Tu sais, c'est toujours le moment où tu vas faire du sport et tout. Puis pareil, tu vois, j'oublie de manger. Ou alors, quand je mange de la merde parce que je mange sur le pouce. Enfin, c'est horrible. C'est horrible. Vraiment, j'ai une santé de merde. Et santé mentale aussi. Enfin, le business, ça attaque, la santé mentale de ouf. Et puis la création de contenu aussi. Oui, c'est ça. Donc en fait, là, vraiment, je pense que je suis à 5 parce que je suis pas en mode catastrophique. Mais il y a des années de ma vie où j'étais à la fac, j'étais en très bonne santé physique. Enfin, vraiment, là, quand je me regarde dans le miroir, je m'apprécie pas, quoi.
Ok. C'est quelque chose qui me fait mal. Tu vois, si tu veux me faire mal, tu m'attaques sur ça. Tu comptes mettre en place des choses pour améliorer ça? Ouais, j'ai envie de me mettre, je pense, à la boxe. Parce que je sais que c'est ultra... J'en ai fait de la boxe déjà. Et j'ai beaucoup aimé. Mais juste, en fait, j'ai besoin d'avoir un coach qui me dit, là, il faut te bouger le cul. En fait, tu viens et t'as pas le choix, quoi. Écoute, tout à l'heure, tu m'as dit que tu étais workaholic. Et d'un autre côté, que tu t'ennuyais. Ouais. Est-ce que, maintenant que tu as du temps, ça peut pas être intéressant, et que tu as de l'argent, ça peut pas être intéressant de déléguer ta santé aussi? Tout à fait. Mais franchement, c'est le prochain pan, là, le prochain truc auquel je m'attaque, mais il faut que je le fasse vraiment. Il ne faut pas que je dise je vais le faire et je ne vais pas le faire, tu vois. Mais en fait, tu as raison. C'est comme je m'ennuie parce que j'ai plus de temps. Enfin, en fait, je m'ennuie pas, mais j'ai plus de temps. Et pour moi, c'est pas normal. Donc, je remplace par d'autres trucs qui sont pas nécessaires. Ouais. Donc, je travaille quand même. Mais maintenant, il me faut un coach ou une coach. Peu importe. Est-ce que tu as un coach business ou un coach personnel? Non. Ça change la vie. Ah ouais? Moi, j'ai 2 coachs. Ah ouais? T'imagines, c'est quoi la différence entre... Enfin, vraiment, c'est business... Enfin, business, j'ai compris, mais perso et un psy, par exemple. Coach perso et un psy, c'est quoi la différence? En fait, après, le truc, c'est psy, il faut qu'il ait des diplômes. Tu vois. Mais moi, il y a plein de coachs perso qui sont bien meilleurs que des psys. Et il y a bien sûr des psys qui sont... Mais tu vois, psy, c'est... En fait, ça n'a pas forcément d'avoir des problèmes psychiques. Mais en fait, un coach perso, c'est quelqu'un, c'est un sparring partner, c'est quelqu'un à qui tu vas discuter de problématiques sur lesquelles que tu peux pas discuter en public ou à ton équipe, tu vois. Ça peut être des doutes amicaux, amoureux. Ça peut être, tu vois, une question par rapport à un membre de ton équipe. Ça peut être des questions, où est-ce que je vais vivre, j'ai des difficultés, voilà. Et en fait, tu délègues la charge mentale à quelqu'un. Parce qu'en tant que dirigeant, tout le monde vient te parler et te demande des trucs. Mais à qui tu parles, tu vois? Donc ça, c'est le truc. Et le coach business, moi, j'ai mis beaucoup de temps parce que, en fait, il n'y avait personne qui m'impressionnait ou qui comprenait ce que je fais. Donc j'ai pris un Américain. Enfin, j'ai pris une Américaine. Et elle, c'est souvent quelqu'un de plus avancé que toi, idéalement dans des business proches de toi, et tu lui piques ses process, ses scripts. Trop bien. Et en fait, bien les contacts. Hein. Et elle t'évite En fait, elle t'évite d'aller dans une direction où elle t'a dit... D'accord. Elle t'a dit, en fait, ça, je l'ai mis en place, ou un ami a mis en place, et ça a posé tel problème. Ou alors, on a utilisé ce process parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait ça. Et parce que tu vas dire, oui, mais tu fais ça, mais pourquoi tu fais pas ça? Il va dire, en fait, parce qu'on l'a expérimenté, que ça a créé ce problème était trop gros, du coup, on est revenu au début. Oui, ok. Et donc, tu vas lui dire, tu vois. Trop bien. Ça, c'est si tu me dis santé mentale, je pense que c'est... je veux pas donner de conseils non sollicités, mais... Ah non, mais franchement, je veux bien les contacts parce que c'est un signe. C'était dans mes plans et si tu m'en parles, c'est pas pour rien. Et j'ai un coach sportif aussi, sur place. En fait, j'avais un coach à distance. Hein? Oui, tu m'en as déjà parlé. Je sais qui c'est, tu m'as dit. Alors, j'avais un coach à distance et maintenant, j'ai pris un coach dans ma ville. Ah oui, ok. Avec un rendez-vous par semaine. Change la vie aussi, il motive, etc. Et il faut se motiver. Donc, si tu peux aller avec des copines, copains aussi, à la boxe, etc., c'est ton moment, tu vois. Tu dis, OK, c'est du self-care. En tout cas, on va en parler tout à l'heure, si tu veux. Je te file les contacts. Moi, quand j'ai mis ça en place il y a 2 ans, changement, tu vois. Trop bien. Et dernier, satisfaction, épanouissement personnel. Je pense que j'étais sur un 5 avant, genre l'année dernière. Et là, je suis sur un 8. Parce que tout ce qui m'est arrivé là, entre-temps, ça m'a fait tellement grandir. Alors, ça m'a fait souffrir, mais les arnaques, la confiance aux mauvaises personnes, etc. Mais ça m'a fait tellement grandir. Et en fait, je suis retournée à la base, un peu l'essence même de pourquoi j'ai commencé et qui est... moi, je veux pas révolutionner le monde. Tu vois, j'ai pas cette prétention-là et j'ai pas envie. Ce serait un mensonge, en fait. Je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui va prendre ma formation, qui va pouvoir vivre de ce qu'il a envie. Je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui pourra avoir les mêmes résultats que moi, etc. J'ai pas la prétention de dire ça. Par contre, je sais que je peux aider les gens
Et surtout, en fait, je me suis rendu compte de la puissance de la communauté, du réseau. Et qu'en fait, ça paraît gnangnan, hein, mais genre vraiment l'amour que les gens te donnent, c'est ça dans les temps hyper difficiles, même s'ils ne te connaissent pas, qui te fait tenir et qui te permet de te dire putain, je change la vie de certaines personnes. Et en fait, tant que ça continue, quoi. Et du coup, je pense que je suis plus sur un 8 là. Et alors qu'avant, je faisais beaucoup d'argent, même si, enfin, je veux dire, ça n'a pas impacté mon chiffre d'affaires. Mais je veux dire, j'avais besoin de prouver. Et aujourd'hui, je suis revenue un petit peu plus à la raison en me disant, mais meuf, en fait, tu peux faire beaucoup d'argent et être alignée avec ce que tu fais, quoi. Et le fait d'avoir une équipe structurée et de prendre soin de sa santé mentale, en fait, c'est un tout qui fait que, ok, tu peux lâcher un peu les chevaux, te reposer un petit peu, parce que c'est dans la clarté, en fait, que tu prends les meilleures décisions. Et si tu es dans un brouillard mental, tu fais de la merde. Et du coup, épanouissement, là, je pense que je suis à 8. Ok. Donc, c'est cool. Bah, non, c'est bien. Bravo pour la progression. Laurine, merci. C'était top. Les auditeurs, où est-ce qu'ils peuvent te contacter? Comment ils peuvent te rendre service? Qu'est-ce qu'ils S'ils veulent avoir une réponse assez rapide, c'est plutôt Instagram. Donc, la meuf _ en rouge. Et puis sinon, sur Insta. On va dire que sur Insta. Parce que LinkedIn, j'ai du mal à répondre. Hein. Ok. La messagerie est vraiment pourrie. Hein. Qu'il fasse un effort là. Ça marche. Merci Laurine. Merci Thibaut.